Parfait. Bon, ça a l'air de fonctionner. Ok. Bon, bah écoute, on va peut-être commencer, hein. Il y en a encore qui rentrent dans la salle, mais on peut peut-être commencer à... Et puis on rajoutera les gens au fur et à mesure. Est-ce que ça vous va? Ouais, Ouais, très bien. ouais. Parfait. Bon, bah, en tout cas, merci à tous de vous être connectés ce soir pour le webinaire de la radiologie. On est vraiment très heureux de vous accueillir. Donc, je me présente. Moi, je suis Hugo, je suis président de l'UNIR, c'est l'asso des jeunes radiologues. Je suis interne en 6e semestre au CHU de Besançon actuellement. Puis, je vais être accompagné de quelques-uns de mes collègues du bureau et puis qui vont se présenter. Je vais laisser se présenter Thibault, Louis, et puis on a deux référents, hein, de radio de l'UNIR. Maxime et Arthur. Je vous laisse vous présenter les autres. Ouais. Donc, moi, c'est Thibaut Morcet, je suis le secrétaire général de l'UNIR et je suis interne en 8e semestre à Rennes. Donc, bienvenue à tous. Vas-y, Louis. Voilà. Et moi, c'est Louis Ebloum, donc je suis interne en 10e semestre à Paris et je suis représentant pour la radiologie interventionnelle, dont on parlait tout à l'heure. Maxime. Ouais, Maxime, moi je suis interne en 8e semestre, je suis le référent à Lille. Donc voilà, bonjour à tous et merci de vous connecter. Arthur, à ton tour. On ne t'entend pas, Arthur. Tu as coupé ton micro. Autant pour moi. Je suis Arthur, je suis le référent de Lyon, je suis en 6e semestre. On voit que vous êtes bien nombreux, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des gens motivés. Bon, alors on va commencer. La radiologie, je pense que vous avez tous plus ou moins un peu vu pendant l'externat. Finalement, la spécialité, elle est quand même assez différente de ce que vous pouvez voir dans les livres. C'est une spé qui est très dynamique, qui a surtout deux versants. Celui que vous connaissez un peu plus, qui est la radiologie médicale, qui se concentre plus sur le diagnostic par différentes méthodes, échographie, scanner, IRM, et la radiologie interventionnelle que présentera Louis, qui est plutôt des gestes, hein, qui se sépare sur deux niveaux, de l'interventionnel général et puis de l'interventionnel avancé. Donc voilà, la radiologie, c'est une spé en 5 ou 6 ans. Et puis, c'est une spé qui a tendance à évoluer depuis plus de 100 ans. Chaque année, il y a des nouvelles choses qui se développent en radiologie. La radiologie d'il y a 10 ans, ce n'est pas la radiologie dans 10 ans. Ce que faisaient nous, nos chefs, c'est plus du tout ce qu'on fait comme pratique. Et je pense que ce que vous ferez quand vous serez chef, eh ben, vos internes ils ne feront plus du tout la même chose. Donc ça, c'est quand même un très... Tant Hugo. Pardon, ça a coupé, autant pour moi. Ouais, c'est une spé qui se renouvelle tout le temps, la radiologie, et c'est vraiment le gros plus de notre spé. Toujours des nouvelles techniques qui se développent en interventionnel, des nouveaux matériels, que ce soit en scanner, en IRM. Donc, c'est vraiment une spé qui va continuer d'exploser. L'intelligence artificielle, on en parlera un petit peu, mais en tout cas, on tient à vous rassurer. Et donc, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Thibault Oui. pour la suite. Oui. Bienvenue à tous. Donc, pour déjà déposer un peu les bases, la radiologie, c'est une spécialité médicale. Elle est rangée dans les spécialités médicales, même si on verra plus tard que sous certains aspects, elle peut ressembler à une spécialité médico-chirurgicale. Un des intérêts, c'est que on va traiter des patients et prendre en charge des patients à tout âge. En fait, on va pouvoir les prendre en charge avant la naissance avec l'imagerie prénatale, pendant l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, vous pouvez vraiment voir tout le panel de la population qui vous intéresse. Et également, vous pourrez
pourrait être confronté à tout type de pathologie, c'est-à-dire qu'on n'aura pas uniquement, par exemple, de la cancérologie, de l'infectieux, tout ça. Vous serez en perpétuel apprentissage de tous les types de pathologies, donc du malformatif, de l'infectieux, de l'inflammatoire, et ça ira de la rareté aux choses fréquentes. Quelque chose qui est vraiment bien en radio, c'est qu'on voit souvent en fait des maladies rares, celles qui nous faisaient rêver en apprenant le CN. Vas-y Louis. Tu veux passer Louis? Donc, comme l'a dit Hugo pendant l'introduction, elle se sépare en deux versants. Donc, deux versants qui sont au sein donc, de la même spécialité, qui sont complémentaires et l'un qui est nécessaire à l'autre. Donc, c'est la radiologie diagnostique. Donc, les armes diagnostiques du radiologue, ça va être la radio, l'écho, l'IRM, le scanner et on va le voir, tout ce qui va être l'interventionnel, qui est la 5e modalité de diagnostic. Et la radiologie interventionnelle qui est soit donc, au service du diagnostic, soit au service du traitement. Et ça, on en reparlera avec Louis un peu plus tard. Il y a toute une part vraiment thérapeutique, quoi, où on soigne les malades. Vas-y, Louis. Donc, pourquoi choisir la radiologie? Vas-y. C'est donc avant tout parce que en fait, du fait que la médecine devient de plus en plus exigeante, les patients aussi, en fait, 100% des patients qui rentreront à l'hôpital pour quel que soit le type de pathologie finiront à un moment par passer dans le service de radio. Donc, que ce soit pour le diagnostic initial, pour le suivi, voilà, au cours de l'hospitalisation en cas de complications. Vraiment, la radiologie, c'est le nœud vraiment de la prise en charge des patients. Et ce qui va être le plus intéressant dans ce métier-là, donc au-delà du fait que ça nous permet de garder une culture médicale qui est très très large, en tout cas de pas tout de suite se spécialiser dans un seul organe, ça va être de pouvoir créer des relations de confiance mutuelles avec nos différents correspondants, tous les autres médecins et les autres radiologues de l'hôpital, pour pouvoir permettre de faire les diagnostics les plus précis et les plus précoces. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, la radio, ce qui va être le côté vraiment le plus sympa en termes de diagnostic, c'est que on va voir tous les patients donc de façon ponctuelle, et chaque patient va être un problème à résoudre. Chaque patient va venir avec des symptômes, avec telle maladie qui évolue, tout ça, et il faudra utiliser tous les moyens d'imagerie qui sont en votre possession pour pouvoir répondre aux problèmes diagnostiques de façon la plus précise possible. Et donc, comme on l'a dit, en fait, c'est le radiologue qui, lui, est le plus à même de savoir quelle modalité d'imagerie utiliser en fonction de chaque question. Donc, comme on avait dit, la radio, l'écho, le scanner, l'IRM, et également d'aller jusqu'au prélèvement histologique. Donc, c'est central dans la prise en charge. Hein. Maintenant, il y a quasiment plus de diagnostic, même si ça peut encore traîner dans les livres, il y a quasiment plus de diagnostic qui est fait sans intervention de la radiologie et sans intervention surtout de l'imagerie lourde. Comme l'avait dit Hugo, c'est une spécialité qui est sympa, surtout dans le côté évolution, quoi. C'est une spécialité qui change tout le temps. Effectivement, les anciens radiologues et nous et les futurs radiologues, on ne fait pas le même métier. On n'a pas les mêmes objectifs et on n'a pas les mêmes outils. Mais ça permet d'avoir un métier qui est justement loin de la routine et qui est moins voilà, qui permet d'avoir plus d'être stimulé constamment tous les jours. Donc, un des avantages, c'est que en fonction du choix que vous pourrez faire, ça va être soit faire de la médecine générale, soit faire de la spécialité. La médecine générale, j'entends de la radiologie générale, à faire un peu le tout venant, dans un cabinet, dans un hôpital, et traiter plutôt des maladies, plein de maladies fréquentes, ou alors être spécialisé dans
dans un ou deux organes au même titre que les autres spécialités médicales, où ça permet d'aller creuser très très loin dans le diagnostic. Et enfin, la radio, ça permet quand même d'avoir une meilleure balance entre le travail et la vie personnelle, car on va fonctionner sur un système de vacation, donc c'est en demi-journée, et qu'on n'a pas de service d'hospitalisation au long cours, et donc ça permet d'éviter d'avoir justement des entrées impromptues, des choses qui nous empêchent de rentrer chez nous le soir à une heure relativement précise. Donc on va voir rapidement les différentes surspécialités diagnostiques. Tu peux passer, Louis? En premier, donc on a quelque chose pour lequel vous avez été assez sensibilisé pendant la préparation de l'OCN, c'est la neuroradiologie. Donc les experts en imagerie neurologique, donc c'est les neuroradiologues. C'est des radiologues donc, qui ont eu la formation générale plus ensuite une spécialisation précise uniquement dans l'imagerie du système nerveux. Donc c'est le cerveau, la moelle, et puis souvent ils font aussi de l'imagerie ORL. Donc c'est des médecins qui vont beaucoup travailler avec les ORL, les neurochirurgiens, les neurologues. Et voilà, il y a plein de types de pathologies, donc du suivi type maladie inflammatoire plus ou moins fréquente, et puis surtout, comme vous le savez, vous avez appris pour l'OCN, tout ce qui est prise en charge des urgences neurologiques type les alertes AVC avec les thrombolyses. Et au sein même de cette spécialité de la neuroradiologie, on verra, il y a deux surspécialités qui sont la neuroradiologie diagnostique ou interventionnelle. C'est bon. Ensuite, il y a donc, comme surspécialité l'imagerie ostéo-articulaire. Donc là encore, hein, vraiment les spécialistes d'imagerie ostéo-articulaire, c'est pareil des radiologues qui ont fait leur internat général et ensuite le post-internat en faisant souvent en faisant que de l'imagerie ostéo-articulaire. Et là, c'est donc une surspécialité passionnante parce que en fait, les radiologues qui font de l'ostéo-articulaire, c'est quasiment les seuls qui ont vraiment la vision globale avec toutes les modalités. Parce que pour faire le diagnostic de ces pathologies-là, de ce système-là, il faut de la radio, beaucoup d'échographie, de l'IRM, du scanner et de la biopsie. Donc en fait, c'est une spécialité qui va être très complète et qui permet, si vous aimez bien, de faire beaucoup d'échographie musculo-squelettique en diagnostic ou en traitement, et voilà, d'avoir beaucoup de contact avec les patients qui présentent ce type de pathologie. Vas-y, Louis. Ensuite, je passe à mon stage du moment. Donc, c'est l'imagerie pédiatrique et l'imagerie anténatale. Donc, l'imagerie anténatale, elle est tout à fait accessible aux radiologues, donc en collaboration avec les autres spécialités qui en font. Et l'avantage qu'on a par rapport aux autres, c'est que on fait de l'échographie prénatale et en plus, on a accès et l'expertise sur l'IRM prénatal qui permet d'aller encore plus loin dans la sémiologie et dans le diagnostic des malformations fœtales, des pathologies de la femme enceinte, etc. Et ensuite, toute une activité, donc une fois que l'enfant est né, on a beaucoup de suivi avec du dépistage, et puis des enfants les enfants qui ont des maladies chroniques, par exemple, qu'on va revoir tout au long, et ça permet de garder un certain suivi avec les enfants. Et enfin, on fait aussi de l'imagerie gynécologique, donc toujours en collaboration aussi avec les autres spécialistes, et on fait toutes les modalités de cette surspécialité, donc l'échographie classique suspubienne et endovaginale. On fait de l'hystérographie diagnostique et interventionnelle dans le cadre des traitements des infertilités. Et il y a toute la partie sur l'IRM du pelvis féminin
qui est de plus en plus répandue avec la prise de conscience autour de la pathologie de l'endométriose. Vas-y Hugo, je te laisse prendre le relais. Yes, ça marche. Merci. Écoutez, moi, je vais vous présenter mes petits chouchous. Donc, l'imagerie digestive. Bon, déjà, parce que dans mon centre, c'est là où c'est sur ce qu'on est spécialisé. Donc, l'imagerie digestive, alors, vous en voyez, ça commence par l'échographie abdominale, le truc un peu simple. Comme vous voyez, là, c'est une échographie hépatique. Donc, dans les échographies, finalement, dans les échographies abdominales, il n'y a pas que l'écho simple dont vous avez peut-être déjà vu pendant vos stages. Il y a aussi des techniques qui sont de techniques plus développées, comme ça, qui est une échographie de contraste. Ça permet quoi, l'échographie de contraste? C'est comme quand vous voyez les scanners, en fait, sauf que là, le produit de contraste, en fait, vous allez pouvoir le suivre dans le temps et pas prendre à un instant T comme les scanners où vous prenez le scanner, si vous voulez, ça prend des images à 30 secondes, à 1 minute, et ainsi de suite. Là, vous allez pouvoir suivre. Et donc, ça vous permet vraiment de faire des diagnostics fins. Là, comme vous voyez, finalement, vous pouvez diagnostiquer des lésions d'hyperplasie nodulaire focale, des CHC, d'autres choses. Vous avez le scanner en autre technique, dans l'imagerie abdominale. Donc, vous avez plein de techniques. Comme je vous disais, il y a différents temps. Et vous avez maintenant des scanners qui apparaissent qui sont quand même top. C'est ce qu'on appelle des scanners double énergie ou spectrales. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est-à-dire que vous allez avoir 2 tubes qui tournent. Et en fait, le gros avantage, c'est que ça vous permet de voir maintenant des calcifications, voir de la goutte, des choses comme ça. Enfin, ça peut faire plein de choses. C'est super. C'est super. Donc, pour l'imagerie abdominale, vous avez aussi tout ce qui est les entéro-IRM, l'IRM rénal, l'IRM hépatique, pancréatique. Et donc, avec ça, vous faites maintenant vraiment des diagnostics qui sont ultra précis et vraiment des diagnostics les plus simples aux plus compliqués. Vous pouvez faire ce qu'on appelle, quel diagnostic vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est stylé en abdos. Thibaut, donne-moi un, sors-moi un, j'en ai. Parce que là, moi, j'ai fait que du CHC cet après-midi. Si, comme tu disais, toutes les caractérisations de lésions hépatiques, des choses comme ça, avec les nouvelles technologies en imagerie abdominale. Les choses. Bon. À la suite, parce que là, on arrive au top. Vas-y, Louis. C'est l'imagerie cardiaque. Alors, l'imagerie cardiaque, vous avez souvent entendu, il y a l'échocardiographie et il y a aussi, en fait, 2 imageries en couple qui sont le scanner cardiaque et l'IRM cardiaque. Le scanner cardiaque, comme vous pouvez voir, en fait, vous pouvez faire de l'imagerie morphologique des coronaires et qui va vous permettre de diagnostiquer un degré de sténose, des occlusions. Le scanner cardiaque qui vous permet aussi de faire des bilans avant des ablations de fibrillation auriculaire, des choses comme ça. Dans le scanner cardiaque, vous pouvez aussi avoir le scanner de stress ou le scanner de perfusion. Donc, c'est un peu ce que je vous disais sur le scanner spectral, sauf que vous allez avoir plein de couleurs et en fait, par exemple, vous allez injecter de la dobutamine et puis en fait, vous allez voir donc votre cœur bat beaucoup plus vite et puis en fait, vous allez voir que finalement, il y a une hypoperfusion dans un territoire d'une coronaire qui veut dire que par conséquent, il y a une souffrance myocardique dans ce territoire-là. Et vous avez l'IRM cardiaque. Et l'IRM cardiaque, comme vous voyez, maintenant, on peut faire de l'imagerie un peu de mouvement, c'est-à-dire on enregistre vraiment. Donc, vous voyez les valves cardiaques, les valves mitrales, les valves tricuspides. Vous pouvez avoir les valves aortiques quand vous les défilez. Vous pouvez voir la cinétique de votre cœur. Et c'est maintenant l'examen de première intention, en tout cas le gold standard pour les fonctions pour les FEVG et les fractions d'éjection du ventricule droit aussi. L'IRM, vous pouvez faire un IRM de stress. Ça vous permet de diagnostiquer aussi des sarcoïdoses cardiaques et tout un petit, on va dire, diagnostic un peu tropical, comme on dit, tuberculose cardiaque, toutes ces choses-là, c'est à l'imagerie avec l'IRM que vous allez le diagnostiquer. Donc, c'est plutôt cool. Donc, vous pouvez passer à la suite. Ouais. Donc, l'interventionnel au service du diagnostic. Donc,
Pourquoi? Alors, l'interventionnel, ça existe depuis quasiment le début de la radiologie, puisque avant, on n'avait pas les scanners, on n'avait pas les IRM, hein. Donc, par exemple, les diagnostics, c'était des artériographies diagnostiques. Ça, c'était vraiment il y a une soixantaine d'années. Maintenant, ça peut être des gestes qui vont être éco-guidés, scano-guidés ou même sous IRM. Donc, comme là, vous voyez, en fait, sous écho, en fait, c'est une cytoponction d'une possible tumeur de la thyroïde. Et donc, vous pouvez tout faire sur ces gestes. Hein. Donc, c'est des biopsies de tumeurs, des biopsies pulmonaires, des biopsies hépatiques, rénales, thyroïde, et vous pouvez drainer des collections. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'interventionnel de base, voilà, qui peut aussi faire terme de diagnostic, puisque ça vous permet de faire de la bactério, de la parasito en drainant le liquide et la collection, en plus de soulager le patient. Donc, comme vous voyez sur la diapo, en fait, l'interventionnel au service du traitement. Alors là, on est sur un gros point que vous expliquera Louis. C'est en pleine explosion, hein, l'interventionnel. Donc, dans les traitements, vous pouvez faire de la destruction de cancer du foie, du poumon, du rein, de la destruction même osseuse. Vous avez certains types de sarcomes que vous pouvez détruire par voie de radiologie interventionnelle. Des fois même, vous pouvez, dans de très rares centres, mais ça existe, vous pouvez faire des destructions d'abcès, des drainages plus ou moins, des drainages d'abcès neurologiques. Et donc là, vraiment, on change complètement l'image du radiologue, hein, puisque on a souvent l'image, mais qui est plutôt, ça c'est vraiment de l'hospitalo-centré, que le radiologue ne va pas voir les patients. Ça, ce n'est pas vraiment vrai. Déjà, dans le privé, ils vont énormément voir les patients, même en diagnostic. Et là, pour le coup, en thérapeutique, c'est obligatoire. Donc, vous avez des consultations radiologiques de la même façon qu'un cardiologue, qu'un neurologue, un médecin généraliste fait de la consultation. Et bien là, vous faites la même chose. Vous expliquez le traitement au patient, quel est le bénéfice qu'il en attend et quels peuvent être des fois, malheureusement, des... 2 petites secondes, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi. Oui, donc en fait, vous pouvez faire, je ne sais plus où j'en étais, mais vous pouvez faire plein de nouvelles choses. Et en tout cas, ça, c'est vraiment, ces consultations, elles sont vraiment essentielles. Donc, il y a différents domaines. Donc, l'échographie. Donc là, vous voyez une échographie transfontanellaire. Donc, c'est une échographie du cerveau chez un nouveau-né. Hein, donc, ça, c'est le gros avantage. Il faut savoir qu'il y a des nouvelles échographies. Il ne faut pas croire que c'est une technique qui va mourir. Au contraire, elle continue de se développer. Maintenant, chez l'adulte, il y a même des échographies de contraste, comme je vous ai montré chez le digestif, pour voir les vaisseaux du cerveau. Et ça, c'est de la recherche, mais en tout cas, c'est en train de se développer pour voir est-ce qu'il y a finalement, si vous voulez, un arrêt du flux sanguin dans le cerveau avec ces échographies. Échographie de thyroïde, les échographies ostéo-articulaires, donc classiques. Gynécologie obstétrique, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien penser que vous pouvez faire une échographie de premier, deuxième ou troisième trimestre. Les échographies vasculaires, donc Doppler vasculaire, des artères des membranes, les artères rénales, et ainsi de suite. L'échographie pédiatrique, parce que c'est le premier, l'échographie pédiatrique, c'est quasiment ce que, pour les enfants, l'imagerie de référence. Et puis au ARL, vous pouvez explorer plein d'autres choses. Vas-y. Ouais, le scanner, alors le scanner, maintenant quasiment tous les patients des urgences, même si ce n'est pas totalement vrai, mais une grande partie des patients aux urgences vont avoir un examen d'imagerie. Ça peut être un scanner. C'est devenu l'examen de référence dans énormément de choses. L'embolie pulmonaire, les polytraumatisés. Ça peut être dans le cas des AVC avec le scanner de perfusion. Voilà, les dissections de l'aorte, les choses comme ça. Vous allez faire énormément de diagnostics et encore une fois, c'est pareil, ça continue de se développer. Les scanners spectrales, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez voir en fait, par exemple, les arthropathies microcristallines avec du scanner spectral. Vous pouvez voir, si vous voulez, quasiment la composition de calculs rénaux. Donc vraiment, le scanner, actuellement, il va continuer de se développer avec la démocratisation de ces scanners spectrales. Vous allez pouvoir faire plein de choses, de la perfusion, des choses comme ça. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, sur un poumon, globalement, les scanners de perfusion, vous pouvez faire, c'est un peu une scintille-like, ça ressemble à ça fait un peu la même chose qu'une scintigraphie ventilation-perfusion. Suivant.
Merci. Alors, l'IRM, l'IRM, pareil, alors ça, c'est démocratisé depuis 30 ans, vous le connaissez dans l'AVC. Je voulais présenter pour le cardiaque. Pareil, l'IRM, ça continue de se développer. Chaque année, vous avez des nouvelles séquences qui se développent et des nouvelles choses. Là, on voit une tractographie. Donc là, vous voyez en fait les fibres, finalement, les fibres nerveuses du cerveau. Typiquement, dans ces cas-là, vous pouvez des fois voir l'interruption en fait, claire et nette de votre fibre de cerveau selon les pathologies qui sont mises en cause. Il y a la spectroscopie. La spectroscopie, c'est en fait, si vous allez voir en fait, la composition en fait, de votre tumeur, par exemple, de ce que vous connaissez peut-être, il y a les ATP, les myoinositol, enfin bref, les choses comme ça, les lactates, et en fait, selon le profil de spectroscopie, vous allez pouvoir dire que c'est un globalement, pas un glioblastome, un gliome de haut grade, un gliome de bas grade, un lymphome, un abcès pyogène, et ainsi de suite. Et l'IRM, maintenant, il y a les séquences de cinétique qui sont développées à la base pour le cœur et maintenant qui ont tendance à se démocratiser pour d'autres organes, typiquement en anténatal. Et donc, vous allez pouvoir faire nos amis gynécologues, par exemple, en échographie de dépistage de premier, deuxième, troisième trimestre, ou nos confrères radiologues qui en font, diagnostiquent ou suspectent une pathologie, l'IRM fétal devient essentiel pour confirmer les diagnostics. Et vous avez les IRM de genoux, les choses comme ça qui se développent. Et donc, je vais laisser mon collègue Louis vous développer la radio interventionnelle. Merci. Voilà, donc moi je vais avoir la lourde tâche de vous faire découvrir un petit peu le monde de la radiologie interventionnelle, que souvent en tant qu'externe, on voit que très peu. Et puis je vais essayer de vous transmettre un petit peu de la passion que j'ai et qu'on a un petit peu tous dans ce bureau pour cette spécialité qui est vraiment en train d'exploser sur ces dernières années. Donc la radiologie interventionnelle, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est des gestes qui sont répartis en deux catégories. Il y a les gestes de radiologie interventionnelle générale que en fait, tous les radiologues vont pouvoir réaliser et que finalement tout le monde va être amené à réaliser au quotidien. C'est des biopsies, des ponctions, des drainages, des infiltrations. C'est des gestes qui sont assez courts, mais qui peuvent rendre de gros services. Il y a les voies d'abord veineuses, par exemple, avec les poses de PAC, de PICC-line. Donc on a déjà parlé un peu des biopsies. Donc là, ça peut être sous scanner, comme ici, une biopsie du poumon. Ça peut être des gestes qui sont un petit peu plus lourds aussi, comme les poses de néphrostomie ou de gastrostomie qu'on verra un petit peu par la suite. Et puis, comme je vous disais, c'est des gestes qui rendent des gros services aux patients. Par exemple, les infiltrations osteoarticulaires, c'est des gestes vraiment rapides, assez simples sous scopie, sous échographie ou sous scanner, mais qui vont pouvoir vraiment permettre de soulager les douleurs. Et en dehors même de rendre service aux patients, c'est des gestes qui vont pouvoir rendre service beaucoup à nos confrères d'autres spécialités. Là, ici, vous avez une échographie pleurale qu'on peut servir de l'échographie pour faire une ponction pleurale. Ça peut vraiment être d'une grande aide pour nos collègues d'autres spécialités qui vont avoir des ponctions d'acide, des ponctions lombaires, des ponctions pleurales qui vont être difficiles. Et pour nous, avec le guidage de l'imagerie, ça permet de sécuriser le geste et de le réaliser pour rendre ce service-là. Donc là, on a vu la radiologie interventionnelle générale, donc des gestes vraiment sur lesquels tout interne pourra être formé et pourra pratiquer par la suite. Mais on va surtout s'intéresser à la radiologie interventionnelle avancée, qui comporte des gestes un peu plus techniques. Et là, tout le monde ne le fera pas dans les faits, mais il y a quand même, avec la nouvelle réforme, 30 à 40% des gens, des internes, qui vont pouvoir être formés à cette option-là. On reverra la maquette un petit peu par la suite pour vous expliquer tout ça. Donc la radiologie interventionnelle avancée, ça se distingue en 3 domaines. Il y a déjà la neuroradiologie interventionnelle, puis il y a la radiologie interventionnelle oncologie qui comporte aussi un versant prise en charge de la douleur, et il y a la radiologie interventionnelle vasculaire avec la prise en charge des urgences aussi. Donc déjà pour commencer, on va parler de la NRI. Donc ça, normalement, c'est plutôt des gestes dont vous avez déjà entendu parler au cours de l'externat. Vraiment, le neuroradiologue interventionnel, c'est un médecin qui va vraiment être au centre de la prise en charge des urgences neurovasculaires et même des pathologies neurovasculaires dans le sens large. Il y a déjà les urgences hémorragiques, avec par exemple l'hémorragie sous-arachnoïdienne, dont une grosse cause est la rupture d'anévrisme. Un anévrisme comme on voit ici, qui va être embolisé avec des coils, donc des petites spires en métal, qui vont être mises dedans afin de l'exclure et d'arrêter le saignement. Une autre cause de pathologie qui va entraîner le saignement intracrânien,
c'est les malformations artério-veineuses cérébrales, comme on en voit une ici, voilà, avec la malformation qui est ici et des vaisseaux très anormaux qui se jettent dans cette lésion. Et à nouveau, une radiologue interventionnelle va être amenée à emboliser cette lésion pour arrêter le saignement. Donc là, il est embolisé avec de la colle, donc il y a un agent liquide. Troisième geste qui a vraiment été une révolution sur ces dernières décennies dans la prise en charge des AVC, c'est la thrombectomie mécanique. Donc, avec, comme on le voit là sur l'IRM, un accident ischémique sylvien. On voit sur l'enjeu IRM aussi l'occlusion de l'artère cérébrale moyenne. Donc là, ce que nos radiologues va faire, c'est qu'il va mettre en place un cathéter par l'artère fémorale. Il va monter dans l'artère carotide interne, dans l'artère cérébrale moyenne pour pouvoir désobstruer cette artère. Donc là, comme on le voit ici, il va déployer un stent retriever, par exemple, qui va permettre de retirer le caillot, et pour reperméabiliser l'artère, et donc permettre de sauver le maximum de parenchyme et donc limiter au maximum le déficit au décours. Deuxième grand pan de la radiologie interventionnelle, c'est la radiologie interventionnelle oncologique. Donc là encore, toute une myriade de gestes. Il y a déjà des gestes endovasculaires. Donc on a par exemple la chimioembolisation et la radioembolisation. Là, c'est des gestes qui vont plutôt, dans la majeure partie des cas, s'intéresser à des tumeurs hépatiques, comme on le voit ici sur l'image. Et donc, on va aller dans les vaisseaux, en intra-artériel, pour aller dans les pellicules qui vascularisent spécifiquement cette tumeur et injecter des traitements, donc soit de la chimiothérapie dans la chimioembolisation, soit des petites particules qui sont porteuses d'éléments radioactifs afin de faire la radioembolisation. Donc ça, c'était pour les traitements endovasculaires à visée oncologique. Il y a également des traitements qu'on dit percutanés, donc c'est-à-dire en passant à travers la peau. Donc là, à nouveau, on va utiliser l'imagerie pour nous guider. Ça va être l'échographie ou le scanner pour guider notre aiguille pour aller juste au contact de la tumeur. Donc cette aiguille, ça peut être une aiguille qui va brûler. Le but de cette aiguille, c'est de brûler la lésion, soit de la brûler par le chaud, ça c'est soit la radiofréquence, soit le micro-ondes, soit de la brûler par le froid, et ça c'est la cryothérapie. Donc là, on voit par exemple sur l'image en dessous une tumeur du poumon. On va insérer une aiguille de radiofréquence sous contrôle scanographique. On va aller en regard de la lésion. On va déployer les petites baleines de l'aiguille de radiofréquence, ce qui va permettre de brûler tout autour de la lésion. Et quand on voit le scanner de contrôle, on voit très très bien la zone d'ablation où il y a au milieu de la petite tumeur qui est traitée et avec des marges de sécurité tout autour. Donc là, contrairement au traitement endovasculaire dont on parlait avant, là on atteint vraiment quelque chose qui se rapproche de la chirurgie avec des marges de résection et avec un traitement qui peut réellement être curatif. Le dernier pan de cette radiologie interventionnelle oncologique et douleur, c'est donc évidemment la prise en charge de la douleur. Ça va beaucoup être la prise en charge des douleurs osseuses. Là, l'idée, ça va être de mettre en place un trocar. On va utiliser des marteaux, on va utiliser tout ça pour mettre en place des trocars dans les structures osseuses. Par exemple, là, dans une vertèbre qui est fracturée, afin de pouvoir mettre du ciment. L'idée, ça va être de consolider la fracture pour pas qu'elle se tasse plus, et également à visée antalgique pour calmer les douleurs du patient. On peut même être amené à faire de l'ostéosynthèse percutanée, c'est-à-dire mettre des vis comme ça à travers la peau sans avoir besoin d'ouvrir pour pouvoir soit consolider des fractures du bassin qui sont un petit peu complexes, soit pour protéger certaines lésions tumorales qui sont un petit peu à risque de se fracturer. Mais voilà, toutes ces indications-là, elles sont faites en bonne intelligence en discutant avec nos collègues orthopédistes et c'est des gestes un petit peu marginaux, mais qu'on peut être amené à faire en radiologie interventionnelle. Dernier pan de la radiologie interventionnelle, c'est tout ce qui est vasculaire. Donc ça, c'est vraiment le domaine de l'embolisation, avec, donc, ce que vous avez déjà dû entendre parler, de l'embolisation d'hémostase, qu'on peut utiliser par exemple dans les hémorragies de la délivrance, mais aussi dans les accidents de la voie publique, comme on voit ici avec un traumatisme splénique avec de nombreuses hémorragies. Là, pareil, on va faire un cathétérisme artériel, on va monter dans l'artère splénique, on contrôle et ça permet de constater les saignements et les localiser, puis de permettre de faire le traitement en mettant des petits coils ici en distalité pour arrêter les saignements, et plus proximalement aussi, afin de traiter les chocs hémorragiques du patient. On a parlé des embolisations d'hémostase dans l'urgence, mais il y a aussi tout un tas d'embolisations qui se font à froid. Et là, il y a vraiment énormément d'indications différentes. Et puis là, au cours des années, chaque année, il y a de nouvelles choses qui se développent. Donc vraiment, on ne manque pas de travail à ce niveau-là. Il y a des embolisations d'hypertrophie bénigne de la prostate, des embolisations de varicocèle,
des embolisations de fibromes, il y a des embolisations d'hémorroïdes, il y a beaucoup de choses qui se développent et sur lesquelles on peut vraiment apporter un plus et avec des gestes qui sont assez peu morbides pour les patients. Et ces gestes-là, ils expriment très bien la double casquette du radiologue interventionnel qui à la fois est au bloc opératoire et donc va être auprès du patient pour faire le geste technique, mais qui va aussi être auprès du patient avant le geste pour lui expliquer en consultation les bénéfices, les risques du geste, pour pouvoir savoir s'il a bien tout compris et pour pouvoir suivre le patient derrière en consultation, en hospitalisation et tout ce qu'il y a derrière. Donc, ce qui montre bien qu'on est très loin, je pense, de l'image qu'on se fait du radiologue dans les clichés qui perdurent encore. Voilà, on a vu que le radiologue vasculaire était très bon pour aller boucher les fuites, mais en bon plombier, il est aussi très bon pour déboucher des tuyaux. Donc ça, c'est le domaine de l'angioplastie, l'angioplastie artérielle. Ici, on voit une occlusion d'une artère fémorale qui va être, on va la recanaliser et on va faire une dilatation pour pouvoir y redonner un bon calibre. On peut faire aussi des angioplasties veineuses. Là, c'est un syndrome cave supérieur qu'on va stenter pour diminuer les symptômes du patient. Il y a encore beaucoup d'autres gestes. On ne va pas pouvoir tout détailler parce qu'il y a vraiment énormément de choses, mais ça, vous le verrez au fur et à mesure. Il y a par exemple le TIPS dans les patients cirrhotiques avec une grosse hypertension portale. Et puis, il y a des gestes qui ne sont pas forcément très longs, mais par exemple, l'extraction de corps étranger, qui est un geste extrêmement classe. C'est qu'un geste où on est obligé de sortir un lasso pour aller faire ce geste, c'est quand même pas mal. Et donc là, par exemple, c'est un petit cathéter qui a migré dans les cavités cardiaques. On va sortir le lasso pour aller récupérer ce cathéter et éviter qu'il entraîne des troubles du rythme ou qu'il entraîne des thrombus. Voilà, donc le radiologue intentionnel, c'est un petit peu tout ça en même temps. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter ça, parce que c'est un petit peu complexe, je pense, quand on est externe, de se rendre compte si on n'est pas passé en radiologie, surtout en radiologie interventionnelle, mais c'est quelque chose qui se développe énormément. Pour continuer, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer une vidéo qu'on a fait qui permet un petit peu de mieux se rendre compte de comment ça se passe au bloc opératoire. Hop là, voilà. Donc déjà, un gros merci à Louis Tournier qui était derrière la caméra pour ces vidéos et qui a vraiment fait un travail incroyable. Donc voilà. Donc là, le premier geste, ça va être une pose de néphrostomie. Donc par exemple, ça peut être dans le cadre d'une pyélonéphrite obstructive sur lesquelles les urologues ne pourraient pas passer par voie basse pour une raison X ou Y. Et donc là, nous, on va passer par voie percutanée. Là, on est sous échographie. On voit le rein qui est ici. On voit notre aiguille qui est en train de se diriger tranquillement vers les cavités cardiaques. Vers les cavités cardiaques. Non, espérons que non. Vers les cavités calicielles. Et donc là, voilà. Donc une fois qu'on est dedans, on va opacifier pour se rendre compte qu'on est bien dans le rein. Et ça nous permet de monter un guide, puis sur ce guide, de monter une sonde. Donc ça, c'est notre sonde de néphrostomie que mon collègue est en train de monter, qui est en forme de queue de cochon au bout, qu'on va faire boucler là à la jonction entre le piélon et l'urtère, afin de pouvoir drainer les urines et faire passer le sepsis du patient. Voilà, donc ça, c'était le premier geste. On peut faire également des poses de filtre câble qu'on va voir ici. Donc là, à nouveau, la ponction se fait par voie sous échographie. On fait de l'anesthésie locale. Il y a beaucoup de gestes qu'on fait en radiologie intentionnelle qui sont possibles sous anesthésie locale. Évite d'avoir à endormir le patient. Donc le filtre cave, voilà, l'idée, c'est, vous savez, passer dans la veine pour pouvoir poser un petit filtre qui va empêcher, par exemple, chez un patient qui aura une embolie pulmonaire, mais chez qui on ne pourrait pas continuer les anticoagulants. Ça permet d'éviter des récidives sur ces thromboplébites. Voilà. Donc là, on voit la veine cave inférieure en blanc. On est en train de pousser le filtre cave dans le petit cathéter. Et avec le pusher que mon collègue tient dans sa main, on va pousser ce filtre cave tranquillement. L'idée va être de le positionner donc dans la veine cave inférieure pour qu'il soit en dessous des veines rénales. Alors, là, ce n'est pas forcément simple à voir, mais les veines rénales, on les voit sur le côté. C'est l'espèce de petit téton qu'on voit sur le côté de la veine rénale à droite, de la veine cave. Et donc là, on voit le filtre cave qui est en train d'avancer petit à petit avec la tête qui est un peu plus radio-opaque. Et mon collègue fait une manœuvre de point fixe retrait. Donc, c'est cette manœuvre qui consiste à pousser comme ça pour pouvoir bien positionner exactement à l'endroit qu'on veut le filtre cave, qui va permettre, comme on disait tout à l'heure, de récupérer les caillots qui viennent des membres inférieurs et d'éviter qu'ils migrent jusqu'aux artères pulmonaires. Voilà, donc là, il a lâché le filtre cave avec toutes ces petites pattes qu'on voit sur le côté qui vont se fixer dans les parois de la veine cave inférieure. Troisième geste, la gastrostomie. Donc là, geste qu'on fait sous scopie.
On voit donc la poche à air gastrique qui est bien gonflée parce qu'avant, on a mis une sonde nasogastrique pour bien gonfler l'estomac. Et ce que mon collègue est en train de faire là, c'est qu'il met des encres qui vont permettre de tenir la paroi de l'estomac. On va faire ce qu'on appelle une pexie. Donc, on va mettre 3 encres pour tenir la paroi de l'estomac contre la paroi abdominale. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on pourra mettre la sonde de gastrostomie au travers de ces 3 encres. Donc là, on voit sur le patient les petits points blancs, c'est les encres, justement, là, il y en a 3. Et donc, entre ces 3 encres, on va pouvoir monter les sondes de gastrostomie. Alors, ce n'est pas un geste qui est forcément très agréable pour le patient au moment de la pose du geste, mais c'est un geste qui est c'est vraiment très important pour le confort du patient des cours. Dans une sonde de gastrostomie, dans les cas où on a besoin de maintenir une nutrition entérale au long cours, c'est quand même bien plus agréable que d'avoir une sonde nasogastrique. Et voilà, donc ça, c'est le geste qu'on peut faire nous, sous anesthésie locale également. Bon, là, il y a des biopsies. On va essayer peut-être de passer un peu vite. Il y a une biopsie rénale. On fait sous scanner. Voilà, donc mon collègue fait la biopsie. Tac, tac, tac. Là, on peut voir une ponction et un drainage d'un abcès. Donc là, qu'on va faire sous scanner également. On voit l'abcès qui est juste là, donc au contact de la iliaque. Un abcès qui est purulent chez une patiente qui a un sepsis. Donc là, le but va être de le drainer. Donc on va mettre une aiguille dedans qui nous permettent après de monter un guide à l'intérieur de cette collection. Voilà, donc là, il est en train de monter. On voit le scanner de contrôle. Voilà, avec le guide qui est à l'intérieur. Voilà, et avec ce guide, ça nous permet de monter un drain directement dans la collection et de pouvoir la drainer. Voilà. Donc là, mon collègue aspire un petit peu du liquide qui est dedans. Donc, désolé, à ce là, ce n'est pas très sympa de vous montrer ça, mais voilà, ça montre qu'on est bien en place dans l'abcès et que le drain va bien faire son travail, qu'on va pouvoir laisser quelques jours. Un autre petit geste un peu rapide, là, il y a une biopsie d'une adénomégalie. On va faire sous échographie, donc on voit très bien le ganglion. On va voir juste après, voilà, en profondeur. Ici, voilà. Et donc, mon collègue va mettre une aiguille coaxiale à l'intérieur, ce qui nous permet après de faire des prélèvements, plusieurs prélèvements pour pouvoir l'envoyer en atomopathologie et pouvoir faire le diagnostic de cette adénomégalie, savoir sur quoi elle est, si quelque chose de tumoral, envoyer en bactériologie aussi dans l'hypothèse de quelque chose d'infectieux. Voilà, donc là, on voit très bien la petite fenêtre de prélèvement qui s'ouvre dans la lésion et qui nous permet de faire les carottes de biopsie. Les derniers gestes qu'on va voir, ça va être assez rapide, mais on va voir des gestes justement plus de radiologie interventionnelle avancée. Donc là, ça va être une thermoablation. Vous voyez mon collègue qui est en train de tester les aiguilles de cryothérapie. Donc là, il teste les aiguilles dans l'eau. On voit les petits glaçons qui apparaissent au bout des aiguilles. Voilà, vous pouvez voir là. Et après, donc, on va pouvoir positionner sous échographie ces aiguilles dans la tumeur. Donc bon, là, c'est une indication un peu particulière. C'est dans une tumeur mammaire, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Retenez que c'est plutôt dans les tumeurs rénales, dans les tumeurs pulmonaires ou dans des tumeurs des parties molles qu'on va faire des cryothérapies. Mais voilà, on peut vraiment élargir les indications à plusieurs choses. Donc là, mon collègue va mettre en place 2 aiguilles à chaque pôle de la lésion. Et l'idée, ça va être de pouvoir brûler cette lésion, mais par le froid. Donc là, vous allez voir apparaître sur l'écran d'échographie le glaçon qui va fusionner. Les 2 petits glaçons vont fusionner ensemble pour entraîner une grosse zone d'ablation qui va correspondre à nos marges de résection. Voilà. Et tout dernier geste, on peut voir une angioplastie veineuse. Donc, voilà, dans le cadre d'une thrombose chronique des veines iliaques et fémorales gauche, là, mes collègues vont reperméabiliser cette veine pour diminuer les symptômes du patient et donc en mettant des stents pour pouvoir maintenir le trajet. Donc là, vous voyez, il y a déjà des stents qui ont été posés. Ils vont en poser un dernier pour bien couvrir tout l'endroit où c'était sténosé. Et donc, vous voyez là le stent qui est en train de s'expandre tranquillement. Voilà, afin de traiter la lésion. Donc voilà, on est passé un petit peu vite sur ces gestes-là, parce que c'est des gestes qui sont assez longs, hein, même sur les premiers gestes un peu courts, on a fait ça en accéléré, mais l'idée c'était que vous rendiez un peu compte de la diversité des gestes qu'on peut pratiquer en radiologie interventionnelle, et donc de voir un petit peu à quoi ça ressemble au bloc opératoire. Merci, vraiment cool. Ouais. Je
Louis, tu vas pouvoir passer directement à la diapo qui concerne Thibaut Jacques, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Je reviendrai sur la maquette après son intervention. Voilà, vous la voyez Voilà, bien c'est là? celle-là. Ouais. Parfait. Alors, est-ce que j'ai la main? Par contre, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Thibaut. Ouais, très bien. Super. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois pas. On va dire que Oui, on oui. te voit aussi. Parfait, super. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'il y a. Donc, moi, je suis Thibaut Jacques, je suis radiologue ostéo-articulaire au CHU de Lille, avec une activité aussi aux urgences, une activité interventionnelle percutanée et de onco-douleur notamment. Et je suis maître de conférence là, depuis cette année. Je viens d'être nommé maître de conférence. Donc, merci à l'UNIR de m'avoir invité. J'étais président de l'UNIR par le passé, donc j'apprécie beaucoup ce que vous faites encore. Hugo m'a demandé de répondre à des idées un peu reçues sur la radiologie. Alors, j'ai pas de diapositive, je vais essayer de répondre un petit peu, on va dire naturellement, en fonction de ce que je pense. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, comme ça on peut discuter. Alors, spécialité qui est vouée à disparaître avec l'IA, ça c'est un truc qu'on entend évidemment tout le temps. Ça fait, moi depuis que je suis en radio, donc j'ai commencé à entendre radio en 2013, l'IA on en parle depuis à peu près 2015-2016, les premiers congrès où on commençait à en parler sérieusement, c'était cette période-là. Et j'ai fait un trait de Twitter à ce sujet que vous pouvez aller lire, mais clairement, ça fait 5-6 ans qu'on entend ça. Bon, ça n'a pas bougé pour l'instant. Il y a énormément de choses qui ont été dites sur l'IA. On n'a pas le temps de tout développer, mais clairement, l'IA n'a pas vocation à remplacer les radiologues et ça a beaucoup été marketé comme ça au départ pour lever des fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, avant d'être quelque chose d'intéressant pour le patient, c'est quelque chose d'intéressant pour les actionnaires et pour les gens qui ont des boîtes dans l'IA. Et il y a eu toute une mouvance au départ consistant à vouloir lever des millions d'euros et des fonds pour dire on va faire des trucs en médecine, parce que la médecine, c'est porteur. Donc les gens ont eu des propos souvent un peu démesurés, mais c'est comme ça que ça marche en fait dans le business. Les gens ont des propos un peu abusés, et puis après ils lèvent des fonds, et puis après ils sont de plus en plus modérés. Et donc là, on est sur une phase où on atteint un peu plus la modération, et il y a de moins en moins de gens qui ont ces propos-là. Et paradoxalement, les gens qui ont encore ces propos-là sont généralement même plus des industriels, mais des internes de spécialité qui ne connaissent pas réellement la radiologie et qui gardent cette idée qu'ils ont entendue il y a quelques temps. Alors, pour autant, l'IA, c'est une réalité, dans le sens où l'IA en médecine, de manière générale, c'est une réalité, pas que en radiologie. Je tiens d'ailleurs à vous annoncer, vous avez peut-être vu passer, qu'il y a 2 mois, Google a un seul produit qui est marqué CE en Europe, c'est-à-dire qui a le droit d'être exploité en Europe. C'est un algorithme de dermatologie qui va arriver sur le Play Store, d'accord, donc que vous aurez sur votre smartphone. Google n'a aujourd'hui rien en radiologie, même s'ils font des papiers dessus, il n'y a rien. Donc la dermato, là, il y a une boîte qui a levé 33 millions d'euros il y a une semaine sur l'échographie cœur automatisée, donc le cœur, la psy, les urgences. Enfin, l'IA, c'est une technologie dont l'objectif est d'optimiser des routes de pseudo-raisonnement sur des images, sur des données. Et donc, ça va arriver en radiologie et en médecine, tout comme l'informatique est arrivée en médecine. C'est des choses qui vont se faire. Donc, pour autant, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut savoir que de ce fait, il est probable que l'exercice change, mais l'exercice a changé avec l'IRM, l'exercice a changé avec le scanner. Donc finalement, on est sur quelque chose qui est encore assez limité aujourd'hui et qui a, et mon topic de communication, et allez voir sur Twitter ce que j'en ai dit au JFR de printemps aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de limites et les articles aujourd'hui sont généralement d'assez mauvaise qualité. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout sur quelque chose qui, demain, va remplacer le radiologue. C'est vraiment illusoire et c'est survendu. Ça, il ne faut pas croire à ça. Et voilà, et ce qui est important de comprendre, c'est que ça va être dans tous les domaines de la médecine. Là, c'est pareil, en ophtalmo, ça commence. Voilà, il y en aura partout. Donc ça, faut pas penser ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un premier article qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, parce que ce qui a été vendu assez rapidement aussi, c'était de dire l'IA, non, vous inquiétez pas, ça n'est pas là pour remplacer les radiologues, c'est là pour aider les radiologues. Ça, c'était un très bon discours. Et en fait, il y a un article qui est sorti il y a 2 semaines qui montrait qu'en fait, des centres qui utilisaient l'IA se retrouvaient avec une charge de travail non pas diminuée, mais augmentée. Et donc ça pose des questions d'évaluation. Est-ce que réellement ça aide les médecins? Est-ce que ça accélère leur flux de travail ou est-ce que c'est les alourdit? Est-ce que ça aide les patients? Est-ce que dépister une pathologie 1 mois plus tôt ou 6 mois plus tôt, ça change quelque chose sur le pronostic à long terme du patient versus la morbidité qu'on peut impliquer avec des biopsies? Enfin, c'est très compliqué et ça, pour l'instant, c'est pas du tout évalué et non plus sur le plan médico-économique.
Donc, parenthèse, mais il y a toute une littérature à ce sujet-là. Ça va arriver dans le métier, ça commence à arriver. Ça va peut-être redéfinir certains modes d'exercice, notamment en radiographie standard. On sait aussi que les radiologues sont de moins en moins bons, malheureusement, sur certains types de radiographie standard qu'on voit peut-être moins. Donc, ça peut aussi nous aider dans ce sens-là. Mais on n'y est pas du tout au remplacement, ça c'est sûr. Et vos copains d'autres spécialités, mettez-les devant le fait accompli, que ça va les toucher eux aussi. Ensuite, deuxième chose, SPE qui ne voit jamais les patients. Alors ça, c'est faux et c'est vrai à la fois, ça dépend en fait de votre mode d'exercice et de vous, comment vous fonctionnez. Moi, personnellement, je fais de l'ostéo-articulaire, de l'interventionnel et dans le centre où je travaille, je vois tous les patients, en échographie évidemment. Après chaque IRM, on voit les patients. Après les scanners, on essaie de voir tous les patients, ce qui n'est pas toujours possible vu le rythme. On voit ceux qui veulent un avis, donc on voit quand même beaucoup de patients. Ce qui est sûr, c'est que quoi que vous fassiez, dès lors que vous ferez de l'échographie, vous verrez les patients, c'est-à-dire que le patient, vous l'avez sous la sonde, et donc vous n'allez pas fermer les yeux pendant 25 minutes, vous faites l'échographie, et puis voilà, non, vous lui parlez de fait. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les urgentistes oublient un peu, même les collègues oublient un peu ce point-là, et on sent du coup les internes des urges parfois qui bluffent un peu sur certains trucs. En fait, quand on interroge le patient sous l'écho, c'est pas du tout ce qui nous a été dit. Donc voilà, on voit les gens, ça c'est factuel. Dès lors que vous faites de l'échographie, vous verrez les gens. Et ensuite, quand vous faites de l'imagerie en coupe, ça dépend un peu de votre mode d'exercice. Évidemment, la téléradiologie, par exemple, on en parlait avant, ne s'y prête pas, ou difficilement. Par contre, dans la plupart des hôpitaux, et si vous pouvez, faites-le, c'est très important et ça redresse des diagnostics. Donc j'ai envie de dire que plus vous ferez d'écho, plus vous ferez d'interventionnel, et plus vous ferez de l'imagerie en coupe, où c'est important d'avoir un input du patient, plus vous aurez intérêt à voir les gens. En fait. Et après, on ne va pas non plus être angélique, il y a aussi des radiologues qui essaient de ne pas trop voir les patients. Ça existe, on ne va pas dire que ça n'existe pas. J'ai l'impression que ça existe de moins en moins dans notre génération. Enfin, j'ose espérer ça, et dans ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Et vous verrez aussi des collègues, parce que vous verrez des collègues cliniciens, c'est ultra important la multidisciplinarité pour comprendre ce qui se passe avec les patients en face de vous. Ça passe aussi par les collègues, ça passe aussi par les manipes, donc vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Et évidemment, si vous voulez voir les gens, vous devrez les voir, vous pourrez les voir. Horaire de travail, alors non, 10, 30, 11, 30, 14, 16 heures, non, ça c'est faux. Et justement, moi, pour le coup, ça c'était un des trucs où j'avais en tant qu'externe un gros préjugé là-dessus, puis je suis passé en stage de radio. De fait, les horaires des services de radiologie sont souvent assez, on va dire, extensifs. J'ai envie de dire, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'en fait, votre vacation, elle a des horaires donnés. Nous, par exemple, à Lille, nos IRM, elles commencent à 7h30 le matin et elles finissent à 21h le soir. Alors, c'est rare que ce soit le même médecin qui fasse 7h30, 21h. Souvent, c'est 7h30, 14h, et puis il fait une vacation plus courte l'après-midi, ou vacation plus courte le matin, et 14h, 21h. Mais les horaires, ça peut être ça. Ça, c'est un inconvénient, parce que les machines, les équipements lourds, notamment les IRM, peuvent commencer tôt et finir tard, puisqu'il faut les faire tourner, parce qu'il y a des patients qui ont de la demande. L'avantage de ça, c'est que vous savez à quelle heure vous commencez, vous savez à quelle heure vous finissez. Moi, j'ai quand même pas mal de collègues dans d'autres spécialités, même dans des services d'hospitalisation, qui pensent qu'à 5h15, ça va bien, et puis 5h45, il y a l'entrée du soir de l'espace, et puis compter aller faire du sport ou quoi, bah c'est mort parce qu'ils finissent à 21h30, faire le courrier, machin, appeler pour les avis. Donc il y a moins d'aléas sur les horaires. Par contre, il y a une charge de travail qui existe, et il y a des horaires qui sont ce qu'ils sont. Et après, l'objectif, c'est d'essayer de s'arranger avec les collègues dans les services pour pas être celui qui fait toutes les ouvertures et toutes les fermetures. Pardon, j'ai terminé. Non, c'est bon. Ok. Donc les demi-journées off sont respectées, ça c'est vrai, pour les internes en tout cas, et dans la plupart des villes, et en tout cas, si vous regardez le temps de travail des internes, on est parmi les spécialités qui respectent le plus le temps de travail des internes, donc ça c'est important de s'en rendre compte. Nous, à Lille, par exemple, les internes ont systématiquement une demi-journée off et une demi-journée de formation. On respecte les repos de garde. Nous, on a aussi mis en place des repos de garde décalés, par exemple, pour les internes qui font les gardes le vendredi et le samedi. Ils peuvent prendre un repos dans les semaines qui suivent pour compenser. Donc, les internes n'ont pas une charge de travail excessive en radiologie. Après, on ne va pas non plus se mentir, ça dépend aussi des villes, ça dépend aussi des organisations, ça dépend des hôpitaux. Il n'y a pas non plus d'angélisme là-dessus. Il y a des centres qui sont exemplaires, des centres qui le sont moins. Et ça sera aussi les discussions que vous aurez avec vos référents, avec les différentes villes, les différents CHU, les différents services. Ça, c'est évident que c'est comme partout. Il y a de l'hétérogénéité. Mais en moyenne, il y a quand même un respect de ça par un élément aussi qui est important, c'est qu'en radiologie, c'est
comme les internes ne sont pas autonomes rapidement, enfin, de fait, nous, en ostéo-articulaire, les internes qui viennent, même s'ils sont en 10e semestre, ils n'ont jamais fait d'ostéo-articulaire avant. Donc, je vais pas, même s'il est en 10e semestre, je ne peux pas lui laisser une vacation et puis aller dans mon bureau boire des cafés. Donc, en fait, c'est les chefs qui ont beaucoup de responsabilités en radiologie. Enfin, en tout cas, dans notre conception lilloise, c'est comme ça. Et donc, les internes, finalement, sont aussi assez protégés par ça parce que vous ne pouvez pas être lâché au milieu de la jungle avec des compétences faibles. Même si vous êtes vieux, vous allez acquérir des compétences. Tous les 6 mois, vous allez devoir acquérir de nouvelles compétences dans votre nouveau service, etc. Donc ça, c'est aussi ça qui protège, je trouve, un peu les internes de radiologie, parce que vous avez les chefs qui ont quand même une charge de travail dans la plupart des villes qui sont liées au niveau d'expertise qui est nécessaire pour la plupart des dossiers. Voilà, donc ça on avait dit prévisible à l'avance, c'est intéressant. Un truc qui est intéressant aussi, c'est la question je vois que la question des gardes est posée. En fait, est-ce que c'est une spé à garde? Oui, la radiologie est une spé à garde. Alors après, la téléradiologie est une question qui, je crois, vous avez abordée précédemment. Je suis arrivé un peu en cours de route, hein, désolé. Mais la téléradio change un peu la donne, parce qu'elle permet, dans certains centres où il n'y a pas assez de radiologues, de déléguer la charge de permanence des soins locales. Mais la radiologie est une spé à garde. Nous, à Lille, tous les soirs, il y a un chef de radiologie qui est de garde et qui prend le bouillon en radiologie des urgences. Et ça dépend un peu de l'organisation locale. Parfois, c'est les internes qui sont en première ligne aux urgences. Nous, à Lille, c'est les chefs plutôt en première ligne pour les scanners. Ça dépend, mais c'est une spé à garde, ça il faut le savoir. Mais l'avantage d'être une spé à garde, c'est que c'est aussi une spé qui du coup est au centre de la prise en charge des patients, et ça c'est un truc qui est aussi un peu universel, c'est le radiologue tout seul dans son coin. Il y avait un super graphe qui avait été fait il y a 1 ou 2 ans par les Américains qui montrait le nombre d'interactions entre les spécialités. Et la radiologie, en fait, était la spécialité la plus receveuse. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'adresse au radiologue. Et donc, tout le monde s'adresse au radiologue la journée, tout le monde s'adresse au radiologue la nuit. Donc, le radiologue, il est au centre de la prise en charge des patients. Et ça donne aussi un petit peu ce côté valorisant, sous réserve que l'organisation de la ville dans laquelle vous êtes permette au radiologue de donner son avis sans se faire lyncher par les urgentistes, ce qui peut arriver parfois. Nous, globalement, ça se passe bien. Il y a des villes où ça c'est plus compliqué, mais globalement, le radiologue est vraiment au centre et ça permet quand même ce petit côté valorisant, même si avec les gardes, c'est pas toujours facile. Après, il y avait quoi comme question? Si le chiropère dit que le patient a eu un scanner, c'est vrai, globalement, il y a très peu de patients qui passent au bloc sans avoir d'imagerie avant. Donc, tous les chirurgiens de garde, s'ils doivent opérer, ils vous demanderont un scanner avant. Donc, votre activité est plus importante en termes de volume que celle des chirurgiens de garde. Après, eux, leurs blocs sont plus longs, évidemment. Donc, ça change un peu les choses. Qu'est-ce qu'il y avait là comme question au niveau du salaire du radiologue? Au final, on est sur combien environ? Ça, c'est extrêmement compliqué comme question parce que ça dépend. Déjà, la question sur activité mixte plus RIA, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'exemples parce que la RI reste encore une activité qui est principalement dans des CHU, dans certains gros CH, dans certains centres anti-cancer. Ça commence à arriver en libéral. Je n'aurais pas de réponse à apporter sur la question RIA, activité mixte, parce que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Après, la question de la rémunération, ça dépend. Dans les CHU, vous serez rémunéré comme les autres spécialités du CHU. Dans les CH, ça dépend de votre CH, ça dépend si vous faites du secteur 2. Il n'y a pas de réponse, en fait. Une chose qui est importante quand même, c'est qu'aujourd'hui, 80% des radiologues sont en secteur 1. Enfin, je parle des libéraux, sont en secteur 1. C'est quelque chose qui tend à changer. Il y a de plus en plus de jeunes radiologues qui s'installent secteur 2. Non pas que l'objectif, c'est de faire plus d'argent, c'est qu'en fait, il y a eu des décotes sur certains actes d'imagerie. Et pour compenser ça, la seule façon, c'est soit en faire plus, ce qui n'est pas toujours confortable dans le rythme de travail, soit avoir une part de déplacement d'honoraires. Donc les revenus des radiologues, en fait, si on regarde, ils évoluent à la baisse depuis un certain nombre d'années. On est en 10e position maintenant, ou 9e position, toutes spécialités confondues, notamment parce que la majorité des radiologues exercent secteur 1, et aussi parce qu'un temps plein en radiologie, ce n'est pas 6 jours par semaine. Les temps pleins, même les gens qui travaillent en libéral ont parfois une demi-journée ou 2 demi-journées off par semaine. Donc c'est aussi ça qu'il faut voir en considération, c'est le ratio temps de travail sur rémunération. On n'est pas à plaindre, on n'est pas dans le top 1. Ça, c'est faux de croire que le radiologue en CHU roule en Porsche. Moi, je suis avec ma petite citadine sur mon parking tous les matins, donc ça, il faut être clair avec ça. Les actes restent bien cotés en radiologie, ça dépend à quoi tu compares, c'est-à-dire que quand tu compares à un prix d'un PET scan par exemple, non. Par contre, quand tu regardes, et si tu regardes par exemple le prix d'une radiofréquence, moi je fais de la radiofréquence osseuse, une aiguille de radiofréquence, ça coûte 1 000 €. Clairement, c'est pas coté ça, donc heureusement que tu le fais dans un hôpital avec un forfait de séjour pour le patient, mais au final, il y a toute la RIA qui a une cotation qui est encore un petit peu balbutiante,
en gros, ça dépend à quoi tu compares. En fait, c'est mieux coté qu'une consultation, c'est moins bien coté qu'un blog. Enfin, c'est des questions qui sont. Voilà, Maxime a répondu en plus dans les. La question sur la biologie médicale. Alors, à défaut de remplacer le radiologue, vous ne pensez pas qu'avec l'évolution de l'IA, la radiodiagnostic risque, comme la biologie médicale, à se limiter à valider? Et bien ça, je vous invite à voir ce que fait l'IA. Et en fait, vous verrez que c'est aujourd'hui, l'IA permet des prédictions binaires. La différence avec la biologie médicale, c'est que la biologie médicale produit des données quantitatives. C'est-à-dire que le dosage, c'est une quantité. Et donc une quantité, après, il faut vérifier que la technique de la quantité est bonne, mais on est sur un dosage quantitatif. Aujourd'hui, la radiologie n'est pas quantitative, la radiologie est qualitative. C'est-à-dire que vous voyez une image et vous interprétez. On n'est pas sur. Enfin, quand je vois une radiographie, je dois l'interpréter, c'est-à-dire que je dois réfléchir et venir intégrer ce que je vois dans le raisonnement global du patient. Ce n'est pas la même chose si la radiographie montre une arthrose chez un mec de 30 ans, chez un mec de 50 ans, s'il y a une fracture chez un gars de 20 ans ou un gars de 70, ce n'est pas la même chose. Je ne cherche pas les mêmes méta, je ne cherche pas les mêmes hypothèses diagnostiques, je ne cherche pas les mêmes germes sur des arthrites, etc. Donc en fait, l'IA joue un rôle aujourd'hui de détection, mais en termes de caractérisation, c'est très différent. Et donc en fait, moi je crois que l'IA va aider dans la détection. Mais le rôle du radiologue, c'est détecter, caractériser et intégrer cette caractérisation pour produire un diagnostic. Mais le diagnostic que vous faites, et ça c'est important, c'est que le diagnostic que vous faites en radiologie, il n'est pas toujours certain. On n'est pas anapathe, c'est-à-dire qu'on n'a pas le diagnostic qui apparaît sur l'écran quand l'image s'ouvre. On n'est pas biologiste, c'est-à-dire qu'on fait très peu de données quantitatives. On est entre les deux, c'est-à-dire qu'on fait du semi-quantitatif et du semi-qualitatif. Et on doit donc interpréter, et la conclusion que vous faites à la fin de votre compte-rendu, c'est vous qui mettez votre main à couper que ce que vous dites, c'est ça. Mais ça reste subjectif. Et c'est cette subjectivité que les gens qui développent l'IA n'ont pas bien compris au départ, et pensaient que la radio, c'était noir, c'était blanc, le diagnostic était sûr, c'était le diagnostic A, le diagnostic B. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça, et aujourd'hui, même les algos qui font du cancer du sein, par exemple, sont parfois pris en défaut par des trucs qui sont énormes, parce que le fonctionnement d'un algo est très différent. Donc, le côté validation d'examen, j'y crois pas trop. En revanche, ce qui pourrait se produire, c'est par exemple sur des grosses séries, vous prenez 1000 mammo ou 1000 radios standards, qu'il y ait une priorisation, c'est-à-dire qu'il y ait un pré-tri par l'IA ou une prélecture ou une double lecture. Par exemple, dans le cas de la scénologie, aujourd'hui, il y a 2 radiologues qui font des lectures dans le cadre du dépistage. Peut-être qu'à terme, il y aura un radiologue et une IA et que ça permettra d'avoir un accès plus large. Je ne sais pas, c'est des hypothèses, c'est des questions très compliquées, mais le pré-screening, pourquoi pas, le post-screening pour faire une double lecture, pourquoi pas, mais après, il faut savoir du coup, est-ce qu'on gère les discordances ou pas. Il faut aussi savoir que les algorithmes d'IA ne sont pas des algorithmes de diagnostic, ça c'est très important. Ce ne sont pas des algorithmes de diagnostic médical, c'est-à-dire que leur conclusion n'est pas un diagnostic à part entière, ce sont des algorithmes d'aide à la détection, ce qui change énormément de choses, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas fonctionner en stand-alone tout seuls, et les gens qui font ces algorithmes-là ne se battront pas pour qu'ils deviennent des outils de diagnostic médical, parce qu'en termes de responsabilité, ça n'a rien à voir. Donc vous aurez, je pense, toujours la main, et surtout, il faut bien comprendre que l'IA est prise en défaut plus souvent que les automates de biologie médicale ne sont pris en défaut, en tout cas aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans cette optique-là, j'ai l'impression. Alors ça c'est important ça. Les vieux radios préfèrent vendre à des radios honnêtement. C'était une question de la financiarisation. Ça c'est une question, mais c'est une question qui touche à peu près toute la médecine aussi en réalité. On l'a vu dans d'autres spécialités, même chirurgicales. L'idée, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est en gros que quand les gens s'installent en libéral, vous payez des parts pour avoir accès à un exercice, à des créneaux de bloc, à des murs d'une clinique, à des créneaux de consultation. Enfin bref, vous investissez dans une structure libérale. Quand les gens partent à la retraite, l'idée est de revendre ces parts à un successeur qui vient du coup racheter ses parts et la personne part à la retraite et le successeur arrive et prend l'activité. Vu la démographie des radiologues, qui est assez honteuse dans le sens où ça fait 10 ans qu'on se bat pour avoir une augmentation vraiment majeure du nombre de postes, pour l'instant on arrive à avoir une augmentation, mais qui est largement pas suffisante pour combler les départs en retraite, et vous avez des endroits dans lesquels il y a des radiologues qui partent à la retraite, mais qui n'ont pas de successeur. Et donc ça, c'est forcément une aubaine pour les groupes de financiers. Les groupes de financiers, c'est qui? Ce sont des gens dont le corps de métier est de capitaliser sur la médecine. Et donc, c'est des fonds de pension qui vont acheter des activités et qui vont ensuite salarier des radiologues ou déléguer leur activité à d'autres centres de téléimagerie, par exemple.
Et le problème, c'est que ces gens-là ont une force de frappe financière qui est énorme. Et donc, certains radiologues qui partent à la retraite voient dans ça une opportunité pour partir avec une retraite dorée. Mais ce n'est pas vrai qu'en radiologie. Moi, j'ai des collègues chirurgiens pour lesquels il y a les chirurgiens seniors du coin qui ont aussi revendu leur part 10 fois le prix à des financiers. Et maintenant, les nouveaux chirurgiens qui veulent arriver dans la clinique B, eh ben, ils ne peuvent pas acheter de part, ils ne peuvent être que salariés par ces structures-là. Donc ça, c'est une vraie question et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le secteur de la santé, et ça ne concerne pas que la radiologie, encore une fois, ça concerne la chirurgie, ça concerne les activités dans des cliniques, sont de plus en plus rachetés par des fonds d'investissement. C'est aussi un peu lié à nous. Alors, c'est lié à nous dans le sens où il y a de moins en moins de jeunes radiologues qui veulent s'investir dans la gestion des groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites du libéral, c'est pas juste aller faire votre vacation, boire un café, dire au revoir. Enfin, ça, c'est possible. Mais il y a besoin d'avoir des gens dans les groupes qui gèrent le groupe, c'est-à-dire qui gèrent la question des masses salariales, qui gèrent la question des investissements, qui gèrent la question des autorisations. Et de fait, dans notre génération, mais c'est pareil, c'est pas vrai qu'en radiologie, dans notre génération, notre gamme d'âge, on va dire, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés pour s'investir dans ce type de projet. Et donc, le problème, c'est que du coup, l'offre proposée par les financiers de salarier des radiologues, dans un certain nombre de cas, ça répond aussi à une volonté des jeunes de ne pas avoir cette charge, cette lourdeur administrative. Donc, c'est compliqué de dire que c'est mal ou si c'est bien, parce qu'en réalité, dans un certain nombre de cas, ça répond à un besoin de gens qui disent « moi, je préfère être salarié d'une structure privée, pas avoir à m'embêter avec la gestion des masses salariales, pas avoir à m'embêter avec la gestion des autorisations de machines, et puis je fais mon métier, et puis je suis très bien comme ça. » Donc, c'est pas une fatalité, et puis c'est difficile de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste une question de qu'est-ce que vous voulez faire vous. Est-ce que vous voulez être maître de votre exercice de A à Z? Est-ce que vous voulez être salarié dans un CHU? Est-ce que vous voulez travailler à mi-temps, faire de la télé-radio? C'est aussi la force de la radiologie, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un nombre de modes d'exercice qui est énorme. Est-ce que vous voulez faire de l'universitaire, pas de l'universitaire, du temps partiel, pas du temps partiel, interventionnel, pas interventionnel, télé-radio, pas télé-radio, salarié, pas salarié? Enfin voilà, vous avez le choix de faire ça. Voilà. Si on veut faire du libéral, est-ce qu'on n'est pas un peu obligé de faire du secteur 2 aujourd'hui? Alors ça répond à la question. J'ai répondu tout à l'heure, tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de radiologues qui s'installent secteur 1, mais on voit de plus en plus de jeunes radiologues qui s'installent secteur 2, surtout pour des questions d'être moins soumis aux modifications de cotation un peu aléatoires que réalise la sécurité sociale, parce qu'ils peuvent décréter que demain, l'IRM de genou, ça vaut 2 fois plus ou ça vaut 2 fois moins. Si tu es secteur 1, bah, tu es linéairement impacté par ça. Les gens qui sont en secteur 2 peuvent ajuster. Après, le secteur 2, ça a d'autres inconvénients, notamment le fait que tu as plus de charges, donc c'est pas non plus, tout n'est pas tout rose ou tout bleu, ou tout blanc ou tout noir. Encore une fois, il y a du bien et du moins bien dans tous les systèmes. L'objectif étant pas non plus que le patient paye 150 € son IRM de genou, parce qu'il y a quand même la question de l'accès aux soins, qui reste une des priorités. Voilà, donc il faut quand même rester clair avec ça. Peut-être une dernière question. La question de la délocalisation de la téléradiologie. Alors ça, c'est une question, moi ça fait 20 ans que j'en entends parler de cette histoire. J'avais fait un stage en tant qu'externe aux US, donc il y a 11 ans maintenant, et il y avait une question sur la radiologie, mais vous ne vous rendez pas compte, l'Inde, ils sont énormes, machin. Ouais, ok, alors... je crois qu'on n'y est pas. Là, pour le coup, autant l'IA, je veux bien croire que ça arrive, machin, autant la lecture en Inde, j'ai beaucoup de mal parce que déjà, l'Inde ne va pas pouvoir absorber le monde entier. Hein. Déjà, la Chine, pour information, a que 10% de médecins pour pouvoir couvrir, par rapport à ce qu'ils devraient avoir pour couvrir leur territoire en entier. Donc, il n'y a pas assez de monde dans le monde pour couvrir la radiologie de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Espagne. Enfin voilà, il faut aussi un peu rester réaliste. Deuxièmement, je crois quand même qu'on reste sur une activité qui est très réglementée, la médecine, ça faut avoir ça en tête, et que le jour où vous avez une autorisation d'avoir une télé-expertise interprétation par un médecin non inscrit à l'exercice français, c'est-à-dire non soumis au droit français, ça va ouvrir des dérives majeures, parce que ça veut dire que ce n'est pas attaquable sur le plan de la justice, première chose. Puis deuxième chose, ça pourrait être pareil en dermato, en médecine générale, enfin bref, ça ouvre, c'est une boîte de Pandore. Le jour où cette boîte de Pandore-là est ouverte, c'est pas même un problème de radiologie, puisque la radiologie, il y aura toujours le cabinet du coin où le mec viendra physiquement faire ses imageries. C'est la question de la médecine française au sens large, de savoir qu'est-ce qui va se passer quand le patient va voir un chirurgien en France et prendre un deuxième avis à Katmandou. Enfin, là, c'est compliqué, quoi. On n'y est pas du tout, parce qu'il y a aussi une
une forme de régulation qui est dans tous les pays, même s'il y a bien sûr des gens qui poussent dans ce sens-là. Ça, et l'autre paramètre, c'est qu'aussi, je crois que ça a été évoqué dans les commentaires, il y a besoin d'avoir des échanges avec les cliniciens. Et même déjà en parlant français, parfois on ne se comprend pas bien. Alors en parlant uniquement anglais à Bangalore, où ça risque d'être un peu compliqué de discuter avec Monsieur Robert, médecin généraliste, avenue de l'Hippodrome. Enfin, voilà. Il y a une réalité aussi de terrain qui est que, comme je vous le disais, la radiologie, ce n'est pas uniquement des patients qui sont adressés pour faire une imagerie, c'est des patients qui sont adressés pour avoir un avis de radiologie. En fait, quand un patient vient voir un radiologue, ça c'est important, et peut-être que je finirai là-dessus, il ne vient pas pour avoir un examen. Un patient qui vient pour son IRM de genou, ce n'est pas une prescription d'IRM de genou, c'est une demande d'avis radiologique pour une indication donnée. Moi, si un patient vient avec une demande de radiographie de genou pour gonalgie, j'ai tout à fait le droit de dire non, mais ce n'est pas ce qui est indiqué. Chez ce patient-là, il y a un contexte traumatique, donc je vais faire d'emblée un scanner, ou il a été opéré, je vais faire d'emblée une IRM. La radiologie n'est pas une spécialité qui est prescrite, c'est une demande. Même si c'est souvent rédigé pour des questions de confort sur des ordonnanciers, ce n'est pas une prescription, il n'y a pas de lien de prescription entre deux médecins. Donc, si demain, je reçois une demande de rachis corps entier pour un enfant de 3 ans, ce qui m'est déjà arrivé en garde, par exemple, j'ai le droit de dire non, je suis médecin, ce n'est pas une indication. Donc, soit j'appelle le bonhomme, soit je fais un compte-rendu disant, ben voilà, c'est pas indiqué, je reste disponible si signe clinique, machin. Mais, comme c'est dit, ne pas faire une imagerie, c'est déjà un avis radiologique. Et en fait, l'imagerie n'est pas prescrite par le médecin demandeur, elle est prescrite par le radiologue, qui prescrit sa réalisation au manipulateur. Donc la prescription, c'est le radiologue qui prescrit l'examen au manipulateur qui la réalise. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, vous avez tout à fait le droit de refuser un examen, de convertir un examen en un autre, de dire, après cette radiographie, je vais faire d'emblée une IRM, ou je vais faire d'emblée une biopsie parce qu'il y a une masse, ou je vais faire d'emblée... Enfin, on vous adresse un patient pour un motif clinique. Voilà. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que les demandes d'examen non remplies, c'est une catastrophe, parce que du coup, le patient, il arrive, c'est le flou total, il faut aller l'interroger, il faut essayer de refaire un peu le match, mais ça, c'est fondamental, la radio n'est pas une spé prescrite. Ça, c'est clé. Voilà. Donc, on reçoit des demandes, et puis après, on en fait ce qu'on veut. Le patient qui vient si un patient qui vient pour douleur testiculaire, je peux lui faire une écho, je peux lui faire une biopsie, non, j'exagère. Mais voilà, on fait ce qui est indiqué pour le patient, et on prend en charge le patient, et on fait un compte-rendu avec nos conclusions pour la demande qui a été réalisée. Encore une fois, ça c'est dans le meilleur des mondes. On ne va pas faire d'angélisme, il y a aussi dans certains cas des gens qui n'ont pas envie de réfléchir, on leur dit fais un scan du genou, ils font un scan du genou, ils passent à autre chose, parce que parfois, il faut être réaliste, c'est plus compliqué de réfléchir, de rappeler le collègue et de reprogrammer un examen un autre jour pour faire l'examen adapté, que de juste faire ce qui est demandé et passer à autre chose. Il y a aussi une réalité de terrain, parfois, dans le feu de la vacation, c'est un effort supplémentaire de se dire ça. Mais idéalement, il faut le faire. Voilà. On reste en général combien de temps à l'hôpital avant de partir en libéral ? Pas de règle. Il y a des gens qui partent en libéral dès la fin de leur internat, ça se voit encore aujourd'hui, on en a quelques exemples. Il y a quand même une tendance à faire un post-internat, donc en général de 2 ans, voire 1 an ou 3 ans, mais en moyenne, ça reste quand même 2 ans. Et puis après, ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire. Souvent, les gens, plus ce que tu veux faire est technique et complexe, plus la tendance est de rester un peu plus pour te faire la main, mais ce n'est pas une réalité. Moi, je dirais que la majorité des gens que je connais, quand même, partent après 2 ans de post-internat. Et après, il y a une partie qui font 2 ans de post-internat, 2-3 ans de PH, et puis qui partent. Et puis après, il y a ceux qui restent, naturellement. Donc, il y a tout un pan qui reste. Mais je dirais qu'il y a quand même une bonne partie qui part après le post-internat. Pour ceux qui partent en libéral ou dans des structures privées, des structures hospitalières non universitaires. Il y a des gens qui disent moi je fais 2 ans au CHU de post-internat, et puis après je pars en tant que PH, en périph ou en centre anti-cancer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je pense qu'on a fait peut-être le tour. Merci Thibaut, franchement c'était vachement intéressant. Super. Je pense que honnêtement, même pour nous qui sommes internes de radio, je trouve que c'est toujours un plaisir franchement d'entendre des gens passionnés puis qui expliquent vraiment bien les choses et qui nous rassurent, comme quoi. Ouais. Donc, merci vraiment. Et 2 dernières choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter, en DM ou quoi, première chose. Et deuxième chose, restez quand même, moi c'est un message que je véhicule souvent, c'est
on entend beaucoup parler de télé-radio, machin, de trucs. Rester médecin, en fait, on est médecin radiologue. Et ça peut paraître des trucs de langue de bois, mais en vrai, moi, ma conviction, c'est que les limites de la médecine, elles passent leur temps à bouger, quoi. Si on regarde la médecine il y a 20 ans, les spé, c'est même plus les mêmes. Il y a des spé qui apparaissent, des spé qui disparaissent. Enfin, je veux dire, on peut voir après les ECN, il y a des spé qui n'existaient pas il y a 3 ans, des spé qui fusionnent, machin, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de vous en tant que médecin avec une expertise. Et ça, c'est sûr. Et après, quelle casquette on a, c'est toujours un peu compliqué. Nous, je sais qu'il y a des spé dans lesquels les limites sont très, très floues entre qui fait de la radio, qui fait de l'interventionnel, machin. En vrai, vous, à titre individuel, on a besoin de vous pour faire une activité avec une expertise. Et demain, si les frontières de la médecine bougent, parce qu'on décide que tous les médecins peuvent tout faire, ou tous les chirurgiens peuvent tout faire, ou alors on peut faire qu'un truc qu'on a été formé, ce qui comptera, ça sera que vous soyez compétent dans un domaine et que votre expertise ait un intérêt pour les patients. Après, une fois que vous avez ça, la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'IA, machin, en fait, en vrai, on s'en fout parce qu'on aura toujours besoin de médecins pour prendre en charge des gens. Par contre, c'est sûr que si vous vous désintéressez de la médecine et que voilà, vous avez un petit rythme de croisière où ça ne s'intéresse pas de savoir ce qui se passe en post-op, on ne s'intéresse pas de savoir si les diagnostics qu'on fait sont bons ou pas, c'est plus compliqué au bout de 20 ans. Mais si vous restez impliqué avec vos cliniciens, moi, je ne suis absolument pas inquiet sur l'avenir de vous en tant que médecin, quoi. Voilà. Merci. Merci vraiment. Donc, on va continuer un petit coup. Thibaut, vas-y. Si Ouais, on va juste terminer sur la maquette, parce que là, je pense que ça commence à faire un peu long. Juste question pratique. Donc, le début de la maquette, c'est 1 an de phase socle, donc, où là, il y a beaucoup de compagnonnage avec les anciens internes. Tout ça, ça permet d'arriver un peu en douceur dans le monde de la radiologie, avec donc un stage en CHU et un hors CHU. Ensuite, l'approfondissement, ça va être 6 semestres pour passer dans chaque surspécialité d'organes, avec un possible stage libre. Donc, si vous voulez faire un hors-filière, c'est à ce moment-là qu'on peut le faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, la phase de consolidation. Donc là, ça va être 1 an si vous faites de la radiologie générale, sans surspécialité, ou 1 an si jamais vous faites de la radiologie de spécialité, avec il faudra choisir 1 ou 2 surspécialités de façon comment on dit, légale, quoi. Après, en pratique, vous pouvez faire un peu plus. Et la phase de consolidation, elle va durer 2 ans si jamais vous faites l'option radiologie interventionnelle avancée. Voilà, et qui va concerner donc 30 à 40% de la promotion. Et donc, pour cette partie consolidation, vous êtes déjà au courant, vous avez le statut de docteur junior à ce moment-là. Soit 1 an de docteur junior, soit 2 ans de docteur junior. Voilà, bon, là, l'exercice, je pense que Thibaut Jacques on a quand même pas mal répondu et bien dit. Il y a plusieurs types, donc en privé, soit en clinique ou en libéral. Voilà, pour conclure la diapo, comme on avait dit, hein, on peut être du plus proche au plus loin des patients, hein, donc avec par exemple quand le radiologue, on n'avait pas parlé jusque-là, mais ceux qui font de l'imagerie mammaire, qui font le dépistage, plus le diagnostic sur l'imagerie, plus le diagnostic histologique, qui reçoivent l'anapathe, qui oriente la patiente vers l'oncologue ou le chirurgien qui va la traiter, et ensuite qui fait le suivi. Là, c'est vraiment une relation, vous êtes vraiment le médecin premier, le radiologue est le premier interlocuteur des patientes dans ce cadre-là. La pédiatrie avec le suivi, puis bien sûr l'interventionnel, on a les mains dans le cambouis. Et au plus loin, donc voilà, avec les images de téléradiologues à Tahiti. Ok. Donc, on fait un petit peu de pub quand même, hein, pour ceux qui nous rejoindront. C'est l'UNIR, donc on est l'Union nationale des internes et des jeunes radiologues. Donc, on représente les internes, mais aussi les jeunes médecins, c'est-à-dire chefs de clinique, assistants et les PH jusqu'à 5 ans après leur internat. Voilà, on a pour but le soutien des internes. On est l'instance représentative auprès de nos instances seniors. Nous, on est invité à chaque réunion du Collège des enseignants de radio et on peut donner notre avis. Et on prépare des événements, des soirées péniches, des autres choses comme ça, et puis on a des annonces de remplin. Voilà. Si vous avez des questions, par exemple, des questions sur l'interventionnel, peut-être pour Louis,
parce que je trouvais que c'était aussi très bien ces vidéos. C'est le moment d'en profiter. Est-ce que Louis, tu peux continuer de nous parler un petit peu d'interventionnel? Ça peut être sympa. Ouais, bah, j'ai pas regardé toutes les questions qui traitaient de ça. C'est vrai que s'il y a des choses auxquelles on n'a pas encore répondu, vous n'hésitez pas à nous redire ça. Et puis de toute façon, vous pouvez aussi nous contacter, donc soit via l'UNIR, via Facebook, ou directement nous personnellement. Hein, si vous avez des questions spécifiques, là, avant vos choix, je sais que ça approche assez rapidement. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions plus pratiques, parce que bon, voilà, là, ça a duré assez longtemps déjà. On va peut-être vous donner un petit peu un aperçu de ce que c'est. Et c'est toujours compliqué quand on n'est pas passé en stage dans cette spécialité-là de voir à quoi ça ressemble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Des centres qui ont des spécialités. Il n'y a pas de stage en RIA. Donc, s'il y a des. Enfin, stage en RIA, du coup, tout le monde peut finalement en faire pendant sa phase d'approfondissement. Hein. Ça, c'est toujours possible, même quelqu'un qui ne fera pas de RIA derrière. Et après, par contre, les 2 années d'option de RIA, là, normalement, c'est 4 stages de RIA, donc 4 semestres de RIA. Donc, ça, ils sont validés du coup pour ceux qui feront cette option-là. Appel des référents de chaque ville pour en parler. Et puis voilà, du coup, bon, c'est vrai que chaque spécialité, ça dépend vraiment des villes. Hein, parce que bon, moi, je suis à Paris, il y a vraiment chaque centre a un petit peu sa spécialité. Il y a des gestes que certains font, que d'autres ne font pas. Mais dans chaque ville de province, c'est un peu partout pareil. Hein. Chaque ville a un peu ses spécialités. Donc, et oui, le post-internat, tu peux le faire ailleurs que ta région. Hein. C'est comme dans toute autre spécialité, c'est possible. Alors, c'est un peu moins simple parce que souvent, c'est plus simple pour la personne qui a été en stage à un endroit d'y aller. Mais tu peux faire des interchus qui te permettent de te familiariser déjà avec l'endroit où tu aimerais aller. Oui, comme tu dis, ça peut passer par un interchus, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut le faire. Et puis après, le monde de la radiologie, ça reste comme un petit monde. Donc, tu vas rencontrer des gens qui vont connaître d'autres personnes. Et puis, donc, finalement, après, si ton rêve, c'est de partir au bout d'un moment à tel endroit, bon, forcément, si c'est des endroits très demandés, c'est un peu plus compliqué. Hein, tout le monde se bat un peu plus. Mais moi, j'ai un de mes potes qui a fait son internat aux Antilles et qui, après, est parti vers Montpellier pour faire son post-internat. Et il n'est jamais passé en stage là-bas pendant son internat. Donc, ça se passe très bien. Voilà pour tout ça. En tant qu'interne plus remplacement, après, ça dépend du nombre de remplacements que tu fais. Hein. C'est un petit peu. Mais les remplacements, c'est quand même pas trop mal payé. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en gros, ça marche par demi-journée. Des remplacements qui sont autour de 400, 500 euros la demi-journée. Donc voilà, ça permet quand même bien d'arrondir les fins de mois à partir du moment où tu peux faire des remplacements. Et vu comme on disait en radio, tu as quand même très souvent des demi-journées libres. C'est assez simple à organiser. Et c'est assez intéressant en plus parce que même pour les gens qui font de l'hospitalier, ça permet de voir quelque chose de très différent. On voit beaucoup plus les patients encore, même quand on fait du scanner, autant c'est qu'à l'hôpital, des fois, on est un peu dans le feu de l'action. Dans le libéral, quand tu fais du scanner, tu vas voir les patients à chaque fois. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Hein. Ça apporte vraiment une vision différente. C'est peut-être des cas un peu moins lourds. C'est un peu plus, justement, ce que disait tout à l'heure Thibaut, de la médecine générale, un petit peu, c'est de la radiologie un peu générale, avec des patients qui viennent avec des plaintes un peu plus disparates, mais c'est très intéressant aussi. Je vais juste répondre parce que Clem, certains disent qu'avec la réforme de Dr Junior, le classement à ECN dans la promo aura plus d'impact pour le choix de la surspé ou l'accès à la RIA. Alors, c'est complètement faux. Hein. Déjà, Dr Junior, maintenant, la subdivision, c'est plus la même. Je ne sais pas, on va prendre un exemple. En Bourgogne-Franche-Comté, là où moi je suis, ma subdivision d'origine, là, c'est Besançon. En Docteur Junior, la subdivision, elle n'existe plus et c'est Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est tous les centres de Dijon et tous les centres de Besançon et les périphéries. Donc, voilà. Donc, en fait, tu choisis. Moi, je choisirais en tant que Docteur Junior avec mes collègues de Dijon. Donc, non, c'est les responsables de terrain de stage qui sélectionnent quel Docteur Junior ils veulent. Donc, à partir d'une chose anonymisée, un CV anonymisé.
Et par exemple, j'en sais rien, si le centre où tu vas aller veut des radiologues cardiovasculaires et que toi, tu as eu des stages à tendance cardiovasculaire, eh ben, potentiellement, ils te privilégieront, même si tu es dernier de promo. L'accès à l'ARIA, c'est la même chose. Normalement, c'est plutôt par le mérite. Et le but, de toute façon, du collège, c'est d'essayer de l'unir, c'est d'avoir autant de postes que d'internes qui voudraient être formés. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas de classement CN, il ne comptera pas à partir de docteur junior. Voilà. Et oui, pour répondre du coup sur la RI et diagnostic, en effet, hein, il y a plusieurs questions qui allaient un peu dans ce sens-là. Oui, la plupart des gens qui font de la radiologie interventionnelle font du diagnostic en parallèle, hein. Il y a quelques centres, et peut-être que ça se développe de plus en plus de centres où les gens font 100% de radiologie interventionnelle, où là, ça ressemble beaucoup plus à des chirurgiens, des mecs qui sont tout le temps au bloc, voilà, ce qui a des avantages, hein. Mais il y a beaucoup d'endroits aussi où l'expertise du radiologue est double avec du diagnostic et d'interventionnel, souvent d'ailleurs sur la même surspécialité. Par exemple, c'est ce que disait Thibaut, j'ai l'impression, personne qui va faire de l'ostéo-articulaire, qui va faire de l'IRM de genou, qui va faire de l'IRM de l'échographie d'ostéo-articulaire, il va faire des infiltrations, donc des petits gènes, mais il va aussi faire les thermoablations de tumeurs osseuses et tout ça. Et pourquoi pas faire de la vertébroplastie, de l'ostéosynthèse, pour la personne qui fait l'ostéo. Et ça marche vraiment pour toutes les spécialités, hein. La personne qui fait de l'imagerie gynéco, qui pourra faire des embolisations de fibromutérin, la personne qui fait de l'imagerie hépatique et qui fera les chimio-embolisations après. Ça marche très bien. Et vraiment, il y a autant de mix entre de 0% interventionnel à 100% interventionnel. Il y en a autant que ce que vous voulez imaginer. Et ça, c'est vraiment vous qui déciderez au fur et à mesure ce que vous voulez créer, quoi. Dernière question, on peut faire de la RI et travailler en libéral en même temps. Alors, déjà, il faut savoir que la radiologie interventionnelle, donc attention, il y a l'avancée et la non-avancée. 100% des radiologues feront des biopsies et des drainages. D'accord? C'est les gestes simples. Et il y a les gestes lourds, donc, qui sont la cimentoplastie, les endoprothèses de l'aorte et des choses comme ça. Maintenant, la RIA et la RI, elle se développe énormément en libéral. Donc, de plus en plus de centres et de groupes radiologiques sont en train de créer des vacations de radiologie interventionnelle. Donc, ça va se développer. Donc, c'est tout à fait possible de faire de la RI et de travailler en libéral. Et il y a ce qui se fait peut-être plus actuellement, de faire la radiologie interventionnelle au CHU ou en CH et faire essentiellement du diagnostic dans ta clinique. Moi, il y a un des chefs qui fait de la RI dans mon centre. Il est là une demi-journée par semaine pour faire ses gestes de radiologie interventionnelle, d'embolisation de prostate ou choses comme ça. Et puis, le reste du temps, il est en clinique. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et oui, pour ce que disait Jérôme, c'est ça, hein, c'est ce que disait ce que te répondait Thibaut, c'est seulement 1 an de plus pour la RIA. Ça fait passer en fait la phase de consolidation de 1 an pour tous les internes de radiologie à 2 ans pour celui qui fait l'option RIA. Essayer de trouver une place dans les grandes villes. En privé, oui, globalement, franchement, ça se fait quand même. Alors, moi, je ne connais pas, peut-être qu'en plus, on a fait en Lyon, mais à dire si dans ces villes-là, il y a des trucs spécifiques, mais globalement, en libéral, on trouve quand même assez facilement, hein, ça s'organise, on se crée un réseau. Beaucoup de demandes, hein. Beaucoup de demandes et quand même de moins en moins d'offres, avec une pyramide des âges quand même qui est plus vers les vieux radiologues, hein. La moyenne d'âge des radiologues, elle est quand même assez élevée. Donc, en termes pour trouver de la place, c'est jamais… 54 ans est la moyenne des radiologues. C'est pas un problème. Au contraire. Donc, voilà. Louis, ta question sur les vieux d'installation privée, il y aura, comme disent les autres, il n'y aura vraiment pas de souci, même à Lyon, Nice ou Bordeaux. Donc, après, voilà, c'est des villes qui sont attractives. Et donc, forcément, peut-être que selon les groupes, il y en a qui revendent des parts, et donc peut-être qu'elles seront, si c'est de la revente de parts, peut-être qu'elles sont plus chères à acheter que dans d'autres petites villes, mais après, c'est pas plus aberrant que quand tu veux acheter ton logement à Lyon beaucoup plus cher que tu vas l'acheter, par exemple, pour moi, à Dijon ou à Besançon, par exemple.
Donc oui, pour aller en congrès, là, je voyais, on a des demi-journées universitaires, hein, donc qui sont respectées. On demande, faut juste demander assez tôt et puis que ça pose pas de problème sur le planning, hein, mais c'est pas comme dans les services de soins classiques où il faut prévoir 6 mois à l'avance, prévenir, que ce soit un branle-bas de combat dès que tu veux aller faire 2 jours de congrès, là, c'est très facile, hein, parce que quand tu es interne en radio, globalement, tu es quand même souvent en plus, quoi. Comme il disait Thibaut, hein, les chefs sont très, très présents, donc c'est vraiment facile de se former. Ouais, pour les droits hors mort, c'est assez fréquent quand même les droits hors mort vers la radio. Enfin, moi, dans ma Ouais, promo, il y en avait eu quand même beaucoup, hein. On est dans la promo, on pareil. était parti, je crois qu'on Ouais. était parti avec 50 ou 55 au début et on est 10 de plus avec les droits hors mort qui sont venus à Paris. Par contre, des Ouais. gens qui partent, moi, j'en ai entendu parler d'une personne à Paris qui est partie. Donc, clairement, c'est pas très équilibré. Ouais. C'est plus dans le sens, ils viennent vraiment en radio, quoi. C'est quand même Clairement. plus souvent ce truc-là. Plutôt un bon signe quand même, je trouve. Ouais. Ouais. Nous, en général, je pense que c'est dans quasiment toutes les villes, c'est pas rare qu'il y ait au moins un droit hors mort rentrant. Nous, en tout cas, à Besançon, je pense qu'on a un droit hors mort rentrant quasiment chaque année. Dont moi. Pour ma promo, c'était moi. Donc, non, en général, il y a très peu de sortants. Le seul sur les. Donc, moi, mon coordonnateur, ça fait, je sais pas, peut-être 15 ans qu'il est, on va dire, universitaire. Et il a vu un seul droit hors mort de la radio vers ailleurs. C'était il y a 2 ans. Et cette personne-là, elle est allée vers la rhumato. Et finalement, elle a demandé un contre-droit hors mort pour revenir vers la radio 6 mois plus tard. Ah, ça existe, ça? Tu veux, normalement, bon, c'est un peu limite, mais tu vois, ils ont dit ils voulaient vraiment revenir en radio. Donc voilà. Ouais, en médecine nucléaire et radiologie, on est vraiment des spé distincts, hein. Donc, si on veut passer de l'une à l'autre, on peut aller en stage. Voilà, on peut faire notre stage libre là-bas. Mais par contre, pas possible si on veut changer vers la médecine nucléaire, il faut faire un droit. Ouais, après, il faut se renseigner. On ne connaît pas toutes les choses, mais bon. Après, il faut savoir que la médecine nucléaire et la radio, dans d'autres pays, c'est sûr que c'est la même spécialité. Chez nous, ça ne l'est pas. Voilà, c'est pays dépendant, hein. Donc, c'est des organisations. Moi, quel spé j'avais fait? Hépatogastro. Donc, j'avais hésité entre cardio et hépatogastro et radio. En cardio, il me restait que les Antilles. Donc, j'avais décidé de finalement pas prendre la cardio. Et puis en cardio, pour le coup, quand je m'étais renseigné, moi, je voulais faire l'interventionnel. Et on m'avait dit que c'était plus compliqué si on était dernier de promo. Donc, voilà, ça m'avait un peu refroidi. Et puis, au final, j'ai pris hépatogastro. Et au bout de 6 mois, je suis allé en radio. J'ai fait ça assez vite, parce que finalement, ça me convenait mieux. Voilà. J'ai pu retrouver l'imagerie cardiaque et l'imagerie digestive. Du coup, je fais tout ce que je voulais. En moyenne, 8h, 8h30. Ouais, c'est à peu près ça, ouais, les horaires. Franchement, c'est très variable. Des fois, il y a une à deux. Ça, il y a les 2 demi-journées de formation. Ça, C'est c'est pas mal. vraiment un avantage de la spécialité, hein, comparé à beaucoup des autres spé médicales classiques qui ne fonctionnent pas en vacation, j'entends, hein. Le fait d'avoir une à deux demi-journées par semaine, ça permet donc d'avoir le temps pour travailler tes cours quand tu as besoin et aussi pour avoir ta vie personnelle, je sais pas, j'en sais rien, faire tes courses, faire du sport, faire les trucs. Donc c'est vraiment, ça c'est un avantage non négligeable, hein. On s'en rend Partir en compte dès le premier vacances. semestre. Partir en vacances. Euh, on peut faire du PET scanner en tant que radio. Alors, encore une fois, c'est un peu spécial. Peut-être que ça existe. Il y en avait clairement qui le faisaient à la base, puisque c'est une imagerie hybride. Par contre, ça, c'est une chose qu'on n'a pas parlé. Il y a l'apparition de la PET IRM. Donc, c'est du PET avec de l'IRM et pas du scanner. Là, pour le coup, clairement, on exerce avec nos collègues médecins nucléaires. Et là, c'est sûr et certain qu'on a le droit pour la PET IRM. Une vie de famille, c'est possible avec l'aspect où il faut oublier. Aussi, si, c'est quand même possible, hein. Faut pas, on n'est pas non plus, on n'est pas, voilà, on fait pas 90 heures semaine, on travaille, hein, ça c'est sûr. On a surtout une spécialité très intense.
C'est vrai que le fait de pouvoir prévoir les horaires, c'est quand même vraiment bien, hein. C'est un des avantages en fait, d'être une spécialité à garde aussi. C'est que le scanner, finalement, quand tu as fini ta vacation, tu as ton collègue de garde qui prend la suite. Et donc, en fait, tu n'as pas le truc de ne pas savoir à quelle heure tu vas finir. Tu sais, à 15-20 minutes près, tu sais à quelle heure tu vas finir, quoi. C'est vrai que ça, c'est quand même aussi un truc très confortable. confortable. Ouais, nous, en fait, c'est ça. C'est que malgré l'intensité de la spécialité, parce qu'il ne faut pas croire, c'est quand même vachement intense quand vous faites votre journée de scan ou d'IRM, surtout aux urgences. Mais par contre, vous finissez globalement à 18h30, 19h, vous avez fini, quoi. Point de vie, travail, perso, je parle. C'est moins dur c'est moins dur que la décade, hein, le travail perso. Non, c'est quand même, ça demande de travailler, mais déjà c'est pas pareil parce que tu travailles dans ta spécialité. Et puis ensuite, tu as quelques trucs, les bases que tout le monde doit faire, mais tu vas être guidé de toute façon par ton envie de t'améliorer, quoi, en fait, juste. Donc, c'est pas du tout la même approche, hein, de travail. Ça n'a rien à voir, hein. Et puis en plus, tu as ces demi-journées de formation qui sont faites. C'est pour ça qu'elles sont Bah globalement respectées en radio. C'est justement parce qu'il y a les cours du Collège des enseignants de radio où globalement, c'est vu avec tous les PU. Il y a une importance de ces cours. Et donc, par conséquent, il faut libérer les internes pour qu'ils puissent les travailler. Donc, globalement, ça va. Et puis, c'est assez, on va dire les premiers temps, les premiers temps, il faut énormément de travail personnel. Les premières semaines, premiers mois. Et puis après, ça redescend assez vite et on peut avoir un rythme de croisière. Alors, quand trouvez-vous le temps de remplacer? Oula, question piège. En fait, ça dépend. Il y a les samedis matins, ça peut être... Dans certains centres, je sais que dans certains centres, il y a des journées pour remplacer qui sont données par le chef de service. Donc voilà. Je ne sais pas pour vous les autres. En théorie, je crois qu'il y a quand même une demi-journée, enfin, c'est pas partout hein, comme ça, mais dans les endroits où tu as 2 demi-journées, il y en a une qui est censée être une demi-journée justement de formation et l'autre qui est une demi-journée vraiment libre, hein, finalement, dans la manière dont c'est écrit. Donc, en vrai, sur cette demi-journée, tu fais ce que tu veux. Bon, après, moi, je suis de l'ancienne réforme, donc on avait moins de e-learning que vous. On avait moins de cours, donc on était probablement moins bien formés, mais on a un peu moins de travail perso. Mais honnêtement, moi, en voyant mes cours internes, ça a l'air d'être gérable, hein. Je vois des cours internes qui font pas mal de remplacements à côté. Alors, tu ne feras pas 2 demi-journées par semaine de remplacement, mais il n'y a pas besoin non plus en faisant une demi-journée tous les 15 jours ou des choses comme ça. C'est très, très bien, hein. Ça permet de découvrir ça permet de bien arrondir la fin de mois. Et puis, ça permet de gagner du temps pour faire des choses à côté et pour se former, hein. Donc, Voilà. franchement, ça, c'est pas trop un problème, hein. À Lille, en tout cas, quasi tous les internes remplacent avec des chefs qui sont bien conscients de ça, qui eux avant ont remplacé. Et donc, si ta vac d'IRM se prolonge pour X ou Y raison et que tu dis j'ai un remplat à 14h, c'est tout, à 13h30, tu y vas. Et puis la dernière IRM, le chef l'a fait tout seul. Enfin, les gens, on travaille en bonne intelligence avec nos chefs en radio. Il n'y a pas tellement de gens horribles, on est assez arrangeants. Moi, j'appelle certains de mes chefs petits chats quand même, hein, donc pour vous dire qu'on est vraiment des gentils en radio. Donc, on est assez arrangeant pour les remplats. Tant que vous abusez pas, vous aurez le temps de faire des remplats. À Lille, tu peux faire une demi-journée de remplat dans la semaine, tranquille, et tu auras le temps de faire ta vie familiale, personnelle et tes e-learning sans aucun souci, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est un truc qu'on n'a pas trop dit, mais moi, ça me faisait un peu peur quand j'étais externe et que j'entendais parler des gens qui devenaient internes derrière. C'était de savoir comment ça se passait, est-ce que c'était dur ou pas. Et en fait, c'est vraiment un monde très sympa, le monde de la radiologie, hein. Donc, c'est vrai qu'on arrive en tant qu'interne en premier semestre. Forcément, on ne connaît pas grand-chose en radio. Et tous les gens que je connais, finalement, sont arrivés avec des gens adorables. On est formés, il y a beaucoup de compagnonnage. Et les gens sont sympas, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas la pression qu'il y a dans d'autres spécialités où c'est l'angoisse de commencer son premier semestre. En radio, c'est quand même c'est vraiment très, très sympa, quoi. Donc là, Énormément de compagnonnage avec les deux internes, hein. Moi, je me souviens, mes premières échos rénales, quand j'étais en panique, il y avait un vieil interne qui s'est détaché du scanner pour aller avec moi en réa. Enfin, voilà, il y a vraiment un vrai compagnonnage en radio. On sait tous qu'on a commencé, on était nuls. Donc,
Franchement, vous apprendrez autant de vos vieux internes que de vos chefs presque, hein. Honnêtement. Tout à fait. Il y en avait un, Adil, est-ce que être classé parmi les derniers de promo peut impacter la formation? Normalement, non, puisque la RIA, même si tu n'en as pas fait avant, alors certes, c'est toujours un peu plus chiant, mais ça ne t'empêchera pas d'avoir l'option. Et si tu as l'option, tu feras 4 semestres de RIA, ce qui devrait globalement être suffisant pour gérer les gestes. Et puis après, tu as le post-internat qui permet de continuer. Les remplats sont rémunérés à l'heure, ça dépend globalement, très peu, je pense, mais ce n'est pas général. Il y a des remplats qui payent à l'acte, des remplats qui payent à la vacation. Donc voilà, ça dépend de tout ça. On peut pas dire, il n'y a pas de réponse univoque. Ça dépend de la modalité aussi, hein. Il y a parfois des modalités qui sont un peu plus payées que d'autres. Il y a des centres où tu es un peu plus loin du CHU, donc tu es un peu plus payé. Enfin, il y a autant de modes de rémunération que de remplats presque. Ouais, c'est ça. Le seul truc commun, c'est l'URSSAF. Et la CARMF, t'as Et oublié. la CARMF. Oups. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait quand même beaucoup. Là, on a fait 1h30. Est-ce que vous avez vraiment d'autres questions? Alors, il y a spécificité grenobloise, les gardes aux urgences pour les premières années de radio. À Les Rennes gardes- aussi. Rennes, c'est aussi. Ouais, Rennes Besançon, aussi. Besançon, c'est radio direct. Dijon, Paris aussi. Paris aussi, il n'y a personne qui fait de garde aux urgences à Paris. donc, ouais. Après, c'est en train de. Normalement, c'est possible que ça change à terme, hein, mais, voilà. Bon. Voilà, vous n'avez pas d'autres questions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que vous avez trouvé ça dynamique. Vous pouvez remercier bien fort tous les gens qui étaient là, Thibaut, Louis, Maxime, Thibaut, Jacques aussi. On a tous pris notre temps pour essayer de vous donner envie de découvrir la radiologie et puis de prendre radiologie et de rejoindre notre famille, hein, parce qu'on est une grande famille. Nous, ça reste quand même la radio. Faut pas oublier que quand vous serez même dans votre groupe ou en hôpital ou peu importe, si vous êtes radiologue plutôt spécialisé en cœur, et que Louis, par exemple, il fait de l'ostéo, je pourrais très bien demander à Louis de m'aider en ostéo. Si j'ai une question, Thibaut en neuro, je pourrais lui demander. S'ils ont du cœur, ils pourront me demander. Et puis voilà. Donc vraiment, pour le coup, on est assez quand même une spécialité entre nous qui est assez, on va dire, fraternelle. C'est assez agréable pour le coup. Donc, j'espère que vous rejoindrez notre grande famille et que tout ça vous a plu. Voilà. Des petits mots de fin, Thibaut, Louis et Maxime? Merci à tous d'être venus, hein. On espère qu'on a répondu à pas mal de questions. L'intervention de Thibaut Jacques, je pense, a bien mis les points sur les i sur pas mal d'inquiétudes. Donc, on le remercie encore. Et voilà, merci à tous d'être venus. Ouais, merci. Je pense qu'il est parti. Mais merci à Thibaut, hein, qui limite même à nous continue à nous apprendre des choses, hein. Bon, c'est pour ça qu'il est à MCU et que je suis qu'interne, globalement. C'est Mais clair, on sentait la différence. ouais, c'est pas carré, hein. Ouais. Ouais, la radiologie, c'est vraiment très peu de gens regrettent d'avoir pris radio. Moi, j'en connais pas parmi toutes mes connaissances. Pour moi, la spécialité idéale pour les gens qui veulent vivre leur vie, pas qu'au travers du travail. Ça laisse du temps pour faire pas mal de choses en dehors, même si les rythmes de journée sont très intenses quand on est à l'hôpital. C'est vraiment des micro-sprints à chaque fois avec des vacations qui peuvent être lourdes, mais jamais de sentiment d'abandon et de solitude. Toujours un senior, un interne à proximité, voire un interne à distance via un petit WhatsApp ou autre. On est jamais seul, donc soyez rassurés. Les premiers jours vont être franchement facilités. Et puis, quelle que soit votre ville, dites-vous que vous serez radiologue.